Le bruit du métal claquant contre le sol de la cabine traversa l'air recyclé comme un coup de feu. À genoux, 183 passagers observèrent avec une horreur figée tandis qu'un homme massif, mesurant 193 au visage marqué de vieilles cicatrices, vêtu d'une veste tactique noire, attrapait la petite hôtesse de l'air par le col de son uniforme bleu marine et la jetait au sol. Elle heurta la moquette durement, ses genoux absorbant l'impact, son plateau de boisson se renversant dans l'allée dans une symphonie de verre brisés et de liquide répandu. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. L'homme, que ses partenaires appelaient Brick, se tenait au-dessus d'elle avec la satisfaction d'un prédateur qui venait d'établir sa domination. Ses yeux gris froids balayèrent la cabine, observant la mer de visages terrifiés, les enfants agrippés à leur mère, les hommes d'affaires qui, quelques instants plus tôt, tapaillant sur leurs ordinateurs portables, maintenant assis avec les mains levées en signe de reddition. « Regardez-la » ordonna Brick, sa voix portant l'autorité rocailleuse de quelqu'un habitué à la violence. Voilà ce qui arrive à quiconque pense à jouer les héros aujourd'hui. L'hôtesse de l'air, dont le badge indiquait Raven Mitchell, leva lentement la tête. Elle était petite, peut-être 1,63 mètres, avec des cheveux noirs tirés en un chignon réglementaire, 32 ans, selon les dossiers de la compagnie aérienne. Rien de spécial, rien de menaçant, juste une autre employée de service en uniforme polyester, maintenant agenouillée dans une flaque de jus d'orange renversée. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui n'y avait pas sa place. Pendant une fraction de seconde, si brève que Brick faillit la manquer, ses yeux gris balayèrent de la cabine avec une précision presque mécanique, calculatrice, comme si elle faisait l'inventaire de quelque chose bien plus important que le confort des passagers. 3 pirates de l'air. Positions. Rangée 3, rangée 17. Porte du cockpit. Arms. 2 lames en céramique. Un pistolet, probablement un Glock. Peut-être une réplique. Sorties. Aucune viable. Altitude. 10,68 mètres. L'évaluation prit moins de 2 secondes. Puis ses yeux redevinrent vides. Soumise. Vaincuse. Lève-toi. Ricana Brick, lui attrapant le bras et l'attirant sur ses pieds, et apporte-moi un verre. C'est la seule chose pour laquelle les femmes comme toi sont bonnes. Raven baissa le regard. Oui, monsieur. À la rangée 12, un homme aux cheveux poivre et sel et aux mains calleuses retint son souffle. Caleb Turner avait passé 18 ans dans l'armée de l'air des États-Unis, les 6 derniers en tant que sergent technique travaillant sur les moteurs d'F-16 à la base aérienne de Nellis. Il avait vu assez de personnel militaire dans sa vie pour reconnaître quelque chose que la plupart des civils manqueraient complètement. La façon dont elle était tombée, trop contrôlée. Elle avait roulé avec l'impact, répartissant la force sur son corps au lieu de la prendre sur ses articulations. La façon dont elle s'était relevée, poids équilibré, genoux légèrement pliés, center de gravité bas, comme un combattant revenant en position, comme un pilote se préparant aux forces G. Il secoua la tête, chassant cette pensée. C'était juste une hôtesse de l'air, qui avait probablement suivi un cours d'autodéfense au YMCA, rien de plus. Mais quelque part au fond de son esprit, une petite voix murmura « Il y a quelque chose qui cloche chez cette femme ». Il n'avait aucune idée que dans les 20 prochaines minutes, cette même voix hurlerait « Je te l'avais dit !» Alors que le leader de ces pirates de l'air s'agenouillait à ses pieds et qu'un général 3 étoiles se tenait au garde-à-vous pour la saluer. Le vol AA-147 avait décollé de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth à 6h45 à destination de Seattle-Tacoma, avec une arrivée prévue à 10h30, heure du Pacifique. 183 passagers, 4 hôtesses de l'air, 2 pilotes, un vol de routine un mardi matin qui ne serait plus jamais routine. La prise de contrôle s'était produite rapidement. Trop rapidement pour que quiconque puisse réagir. Brick avait émergé des toilettes de la première classe, juste au moment où le signal des ceintures de sécurité s'éteignait, se déplaçant avec l'efficacité fluide de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Ses partenaires, Hugo et Flynn, s'étaient synchronisés parfaitement, l'un bloquant la galée arrière, l'autre forçant l'entrée du cockpit par une ruse impliquant un passager feignant une urgence médicale. Le capitaine Anderson, un vétéran de 23 ans chez United, avait été frappé à la tempe avant de pouvoir atteindre le transpondeur d'urgence. Il gisait maintenant inconscient dans le cockpit, du sang suintant d'une entaille au-dessus de son œil gauche, tandis que le copilote Logan était assis, attaché avec des liens en plastique à son siège, forcé de maintenir le pilote automatique sous le regard vigilant de Flynn. Dans la cabine principale, Brick avait établi le contrôle avec une efficacité brutale. Les lames en céramique, invisibles au détecteur de métal, avaient suffi à soumettre les passagers. Le pistolet, qu'il soit réel ou faux,
avait fait le reste. Écoutez attentivement. Annonça Brick, arpentant l'allée centrale comme un général inspectant des troupes. Cet avion est maintenant sous notre contrôle. Vous resterez assis, vous resterez silencieux, vous ferez exactement ce que nous disons. Et dans 4 heures, vous descendrez tous de cet avion à la Havane, vivants et en bonne santé. Un murmure parcourut la cabine. Cuba, asile politique. Ranson, probablement. Quiconque interfère, continua Brick, s'arrêtant à côté d'une femme âgée à la rangée 7. Sera fait un exemple. Sommes-nous d'accord? 183 têtes hochèrent la tête en unisson terrifiés, tous sauf un, à la rangée 3 de la première classe. Le sénateur James Kingsley du Montana analysait la situation avec le calcul froid d'un politicien de carrière. À 64 ans, il avait survécu à 3 tentatives d'assassinat, 2 enquêtes parlementaires et un divorce particulièrement méchant. Ce n'était pas un homme qui se effrayait facilement. « Écoutez-moi bien », dit-il, se levant malgré la lame en céramique que Hugo pressait contre la gorge d'un passager proche. « Je suis un sénateur des États-Unis. Quoi que vous vouliez, je peux. » Le poing de Brick s'écrasa sur la mâchoire de Kingsley avant qu'il puisse finir sa phrase. Le sénateur s'effondra dans son siège en cuir, des étoiles explosant derrière ses yeux. « Quelqu'un d'autre veut se présenter ?» demanda Brick aimablement. « Silence. »« Bien. » Et se tourna vers Raven, qui se tenait toujours dans l'allée, son uniforme maintenant taché de jus d'orange et du rose pâle des genoux écorchés. « Toi, café, noir, et vite. » Raven hoqua la tête baissée, et se dirigea vers la galerie, avec la démarche traînante de quelqu'un qui avait été complètement brisé. Elle passa la rangée 8, où une femme enceinte nommée Lily Harper était assise, serrant son ventre gonflé, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. 7 mois de grossesse, prévu pour octobre, censé visiter sa mère à Seattle pour la baby shower, sans rompre son pas. La main de Raven effleura l'épaule de Lily, un geste si subtil que personne ne le remarqua, mais Lily le sentit. Une pression brève, mais ferme, un message transmis par le toucher seul. « Je te vois, tiens bon. » Dans la galerie, les mains de Raven bougeaient avec une précision automatique, préparant du café qu'elle ne laisserait jamais Brick boire en paix. Ses doigts trouvèrent le casier d'équipement d'urgence, extincteur, trousse de premiers soins, défibrillateur, 2 tiroirs à ustensiles en plastique. Rien d'utile comme arme. Pas encore. Elle ouvrit le compartiment supérieur où étaient rangés les sacs de l'équipage et récupéra le sien. Un petit sac noir avec le logo de la compagnie aérienne. À l'intérieur, sous ses vêtements de rechange et sa trousse de maquillage, se trouvait un livre de poche usé, Stratégie des échecs pour débutants. Les marges étaient remplies de notes manuscrites qui n'avaient rien à voir avec les échecs. Points d'evacuation, calculs de timing, équations qui ressemblaient plus à une planification de mission qu'à une théorie de jeu. Elle referma le sac et reprit sa tâche. Pendant ce temps, dans la cabine principale, Hugo effectuait une fouille des biens des passagers. Il était l'expert technique du trio, un ancien spécialiste en démolition d'un État balte, dont le nom apparaissait sur pas moins de 7 listes de surveillance internationale sous divers alias. Son travail était de s'assurer que personne n'avait fait passer en contrebande quoi que ce soit d'utile à bord. Téléphone, aboya-t-il, descendant l'allée avec un sac poubelle. Tous, maintenant! Un par un, les passagers abandonnèrent leurs liens avec le monde extérieur. iPhones et Android tombèrent dans le sac en plastique comme des pierres tombales numériques. Hugo s'arrêta à la rangée 15, où un jeune homme en costume froissé hésitait. « Problème? » demanda Hugo. « Je suis journaliste. » Bégaya Ethan Cole. « J'ai besoin de mon téléphone pour... » La lame en céramique se pressa contre sa gorge, juste assez pour susciter une fine ligne de peur, sans percer la peau. « Pourquoi? » Le téléphone d'Ethan rejoignit les autres. Hugo continua sa fouille, atteignant finalement la zone de l'équipage où Raven préparait le café de Brick. Ses yeux balayèrent sur elle avec l'évaluation clinique de quelqu'un cataloguant des menaces potentielles. Petite femme employée de service. Aucune définition musculaire visible. Aucune posture défensive, insignifiante. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Ses mains, la façon dont elle bougeait. Trop stable. La plupart des gens tremblaient après avoir été jetés au sol et menacés de violence. L'adrénaline faisait cela, rendant le contrôle fin des mouvements presque impossible. Les mains de cette femme étaient solides comme le roc. « Quel est ton nom? » demanda-t-il. « Raven Mitchell. »« Monsieur, depuis combien de temps es-tu hôtesse de l'air? » Raven Mitchell. « 4 ans. »« Monsieur... » Hugo étudia son visage, cherchant les signes révélateurs de la tromperie. Pupilles dilatées, clignements rapides, micro-expressions de peur masquées par un calme faux. Il n'en trouva aucun. « Où travaillais-tu avant cela? »
Service client, répondit-elle. Centre d'appel à Phoenix. Un centre d'appel. Bien sûr. Cela expliquait l'affect plat, la capacité à absorber les abus sans réagir. Des années de clients en colère hurlant sur des erreurs de facturation avaient probablement éteint tout esprit combatif en elle. Fini le café, ordonna Hugo. Puis retourne servir les passagers. Garde-les calmes. Fais-leur croire que tout va bien se passer. Oui, monsieur. Il partit, convaincu que la petite femme en uniforme taché ne représentait aucune menace. Il n'avait aucun moyen de savoir que la dernière personne à l'avoir sous-estimée était enterrée dans une tombe anonyme près de Kandahar, avec un tir confirmé à 800 mètres, attribué à des forces alliées inconnues dans le rapport officiel. Avant de continuer, si vous appréciez les histoires militaires avec des twists inattendus, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche. 93% d'entre vous qui regardent ne sont pas encore abonnés. Cela prend 1 seconde et nous aide à vous apporter plus d'histoires incroyables comme celle-ci. De plus, vous ne manquerez pas le moment où cette hôtesse de l'air apparemment sans défense fait regretter à 3 pirates de l'air armés d'avoir mis les pieds dans son avion. Croyez-moi, vous voudrez voir ce qui se passe ensuite. Maintenant, retour à l'histoire. Les 20 minutes suivantes s'installèrent dans une routine tendue. Brick resta dans la galerie, buvant du café et surveillant les communications via le téléphone satellite de l'avion. Hugo patrouillait la cabine comme un requin tournant autour d'une proie. Flynn restait dans le cockpit, gardant le copilote Logan sous surveillance constante, tout en vérifiant occasionnellement le capitaine Anderson toujours inconscient. Et Raven servait des boissons. Elle se déplaçait dans la cabine avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui avait accompli cette tâche des milliers de fois, ce qui était le cas. 4 ans à pousser des chariots à boissons, à sourire à des passagers impolis, à prétendre que son master en ingénierie aéronautique du MIT et ses 2000 heures de vol sur des F-16 Fighting Falcons n'avaient jamais existé. C'était, réfléchissait-elle, la couverture parfaite. Personne ne regardait les hôtesses de l'air 2 fois. Elles faisaient partie du décor, comme les cartes de sécurité dans les poches des sièges ou les minuscules paquets de cacahuètes que personne ne voulait vraiment. Invisibles, oubliables, exactement comme elle l'avait voulu. À la rangée 12, Caleb Turner l'observait passer avec une fascination croissante. Voilà encore, cette étrange sensation que quelque chose clochait, la façon dont elle marchait, talon or tail, poids parfaitement centré, pas les pas minaudiers de quelqu'un en talons bas réglementaires de la compagnie aérienne, mais la foulée confiante de quelqu'un habitué à maintenir l'équilibre dans des environnements instables. Comme un jet de combat tire en 7G en virage de combat, il se surprit à la fixer et détourna le regard. « Tu es ridicule », se dit-il. « C'est une hôtesse de l'air. Pas une pilote. » Mais quand Raven repassa sa rangée, il remarqua autre chose. La montre à son poignet gauche, une G-Shock noire éraflée et rayée de motifs suggérant des années d'usage intensif. Pas le genre d'accessoire qu'une employée de service client de Phoenix posséderait typiquement. Le genre de montre que portent les aviateurs militaires. À la rangée 8, Lily Harper luttait pour contrôler sa respiration. Le bébé donnait des coups durs, des coups insistants, qui ressemblait à du code Morse depuis l'utérus. Moi aussi j'ai peur. Maman, sors-nous de là. Raven apparut à ses côtés, offrant un gobelet en plastique d'eau. Tenez, dit-elle doucement. Buvez lentement. Les mains de Lily tremblaient en acceptant le gobelet. Merci. Je ne sais pas quoi faire. Respirez, répondit Raven, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. 4 temps pour inspirer, 4 pour expirer. Concentrez-vous sur la respiration, rien d'autre. L'instruction était précise, pratiquée, le genre de choses qu'une hôtesse de l'air pourrait apprendre en formation de base, ou le genre de choses qu'un pilote de combat pourrait apprendre pour gérer le stress pendant des manœuvres à haut jet. Comment restez-vous si calme? Demanda Lily, sincèrement déconcertée. Les yeux gris de Raven rencontrèrent les siens. Pendant un moment, juste un moment, quelque chose scintilla dans leur profondeur. Pas de la peur, pas de la soumission. Quelque chose de plus dur, quelque chose forgé dans des feux que Lily ne pouvait imaginer. Pratique, dit Raven. Et elle poursuivit. En première classe, le sénateur Kingsley se remettait du coup de Brick, sa mâchoire pulsant à chaque battement de cœur. L'indignité brûlait presque autant que la douleur physique. Il était James Kingsley, bon sang, président du comité des services armés, un homme qui avait dîné avec des présidents et dicté des budgets militaires valant des centaines de milliards de dollars,
et il venait d'être assommé par un voyou d'Europe de l'Est, tandis qu'une hôtesse de l'air observait avec des yeux vides. À propos, il observa Raven s'approcher de son siège avec un verre de glace et une serviette. Pour le gonflement. « Monsieur », dit-elle, sans tout à fait croiser son regard. Il arracha la glace de sa main. « C'est de votre faute. Vous savez, si vous aviez une sécurité appropriée. »« Oui, monsieur. » « Ne me dites pas oui, monsieur. Je veux votre nom et votre numéro d'employé. Quand ce sera fini, je vais faire virer tout votre équipage, surtout ce capitaine inutile qui a laissé ses animaux prendre le contrôle de son avion. Le capitaine est blessé. Monsieur, je m'en fiche s'il est décédé. C'est une honte pour l'aviation américaine, et quelqu'un va payer. » Raven ne dit rien. Son visage resta impassible. Sa posture soumise. Mais Caleb Turner, observant de la rangée 12, remarqua quelque chose que le sénateur manqua complètement. Ses mains, elles s'étaient crispées en poings à ses côtés, les jointures blanchissant sous la pression, et il y avait quelque chose dans sa mâchoire, une légère tension, un serrement qui suggérait qu'elle retenait des mots qui auraient fait saigner les oreilles du sénateur. Puis cela passa, ses mains se détendirent, sa mâchoire se relâcha, et elle passa au passager suivant comme si rien ne s'était passé. Intéressant, pensa Caleb. Très intéressant. Le téléphone satellite dans la galerie crépita, et Brick répondit avec un accusé de réception sec. Oui, nous avons le contrôle. Aucune complication. 183 passagers plus l'équipage. Il écouta un long moment, puis sourit, une expression froide, reptilienne, qui n'atteignait pas ses yeux. Compris 50 millions en crypto-monnaie routée via les comptes que nous avons spécifiés, et un passage sûr vers la Havane, pour moi et mes associés. Vous avez 3 heures. Il raccrocha et se tourna vers Hugo, qui écoutait depuis l'entrée de la galerie. Les négociations sont en cours. FBI comme prévu. Des problèmes. Ils veulent une preuve de vie, une vidéo des passagers montrant que tout le monde est indemne. Hugo hocha la tête. Je m'en occupe. Utilise la fille. Brick fit un geste vers Raven qui rechargeait la cafetière. Elle passe bien à la caméra. Soumise. Effrayée. Exactement ce qu'ils ont besoin de voir. Compris. Les mains de Raven ne s'arrêtèrent jamais de bouger pendant qu'elle écoutait leur conversation. 50 millions. 3 heures. La Havane. Le FBI gagnerait du temps. Bien sûr. Il le faisait toujours. Il négocierait, retarderait, ferait des profils psychologiques, essaierait d'usiner les pirates de l'air par l'épuisement et l'incertitude. Mais ces 3-là n'étaient pas des amateurs. Leur coordination suggérait un entraînement professionnel. Leurs demandes étaient précises et réalisables. Et leur volonté d'utiliser la violence avait déjà été démontrée. Ils ne seraient pas convaincus, ce qui signifiait qu'à un moment dans les 3 prochaines heures, quelqu'un sur cet avion devrait agir. Raven s'essuya les mains sur une serviette et considéra ses options. 3 hostiles armés de lames et au moins une arme à feu, 183 civils, dont la plupart paniqueraient au premier signe de violence. Un pilote blessé, un copilote retenu, et 3 autres hôtesses de l'air formées pour verser du café. Pas pour mener un combat au corps à corps, pas de bonne chance. Mais elle avait affronté pire. Hugo s'approcha d'elle avec un smartphone, un des appareils qu'il avait confisqué plus tôt. « Toi, nous enregistrons un message pour les autorités. Tu liras exactement ce que je te dis. »« Oui, monsieur. » Il la positionna devant le rideau de la galerie, orientant le téléphone pour capturer son visage et les rangées de passagers terrifiés derrière elle. Dis cela. I see, Raven Mitchell. Hôtesse de l'air sur le vol United Il-57. L'avion a été pris par 3 hommes armés. Tous les passagers sont actuellement indemnes, mais ils seront exécutés un par un si nos demandes ne sont pas satisfaites. Pour la sécurité de tous à bord, veuillez obtempérer immédiatement. Raven regarda dans la caméra. Son visage était pâle, ses yeux baissés, l'image de la conformité traumatisée. Ici Raven Mitchell. Commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Hôtesse de l'air sur le vol United 526. L'avion a été pris par 3 hommes armés. Elle posa comme pour rassembler son courage et continua. Tous les passagers sont actuellement indemnes, mais ils seront. Une larme roula sur sa joue, le touche parfaite. Ils seront exécutés un par un si nos demandes ne sont pas satisfaites. Pour la sécurité de tous à bord, veuillez obtempérer immédiatement. Hugo arrêta l'enregistrement. Satisfait. Bien. Très convaincant. Il s'éloigna pour transmettre la vidéo, laissant Raven seule dans la galerie. L'alarme avait été réelle, mais pas pour les raisons que Hugo supposait. C'était une larme de frustration, de rage soigneusement embouteillée et réprimée. Parce que dans ses 4 ans de cachette, de prétention à être quelqu'un qu'elle n'était pas, c'était le moment qu'elle avait le plus redouté.
le moment où la violence éclatait autour d'elle et qu'elle était forcée de choisir entre maintenir sa couverture et protéger des vies innocentes, elle pensa à Noah, le garçon de 8 ans à la rangée 6 qui serrait actuellement un dinosaure en peluche et essayait très fort de ne pas pleurer. Elle pensa à Lily, enceinte de 7 mois, dont le bébé ne verrait jamais le monde si ce vol se terminait en désastre. Elle pensa à Hazel Brooks, l'hôtesse de l'air seigneur qu'il avait prise sous son aile 4 ans plus tôt, sans jamais soupçonner que sa protégée pouvait démonter et remonter une carabine M4 les yeux bandés en moins de 30 secondes, et elle pensa à la promesse qu'elle s'était faite en quittant l'armée de l'air. Plus de violence, plus de tuerie. Quoi qu'il en coûte, je vivrai une vie normale. Mais certaines promesses, réalisa-t-elle, étaient faites pour être brisées. Dans la cabine principale, l'atmosphère avait passé de la terreur brute à une crainte mijotante. Les passagers avaient intériorisé leur situation, accepté, au moins temporairement, qu'ils étaient à la merci de ces 3 hommes. Certains priaient silencieusement, d'autres fixés par les hublots des nuages qui semblaient soudain très lointains. Quelques âmes entreprenantes calculaient discrètement les chances de survie basées sur des statistiques de piratage aérien qu'ils se rappelaient vaguement de documentaires télévisés. Flynn émergea du cockpit, son visage rougi d'excitation. Il était le plus jeune des 3 pirates de l'air, Lavington, volatile, avec l'énergie agitée de quelqu'un qui aimait la violence pour elle-même. Contrairement au professionnalisme froid de Brick ou à la précision calculée de Hugo, Flynn opérait sur l'instinct pur et l'agression. Le pilote automatique tient, rapporta-t-il à Brick. Le copilote coopère. Le capitaine est toujours inconscient. Bien, des problèmes avec les passagers. Les yeux de Flynn balayèrent la cabine, cherchant des cibles. Ils se posèrent sur Noah, le garçon de 8 ans, qui avait arrêté de pleurer mais hoquetait maintenant de sanglots à peine réprimés. Celui-là m'énerve, dit Flynn, pointant le garçon. La mère de l'enfant, une femme mince aux yeux vitreux de peur, enveloppa Noah de ses bras protectivement. S'il vous plaît, il est juste effrayé. Il sera calme. Je promets. Flynn se dirigea vers eux avec la grâce prédatrice d'un chat approchant une souris acculée. Je n'aime pas les promesses, j'aime les résultats. Laissez-le tranquille. La voix vint de derrière Flynn, douce, mais avec un tranchant qui n'était pas là auparavant. Il se tourna pour trouver Raven debout dans l'allée, bloquant son chemin. Elle était toujours petite, toujours en uniforme taché, projetant toujours le langage corporel d'une employée de service terrifiée, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. « Qu'est-ce que tu m'as dit ?» demanda Flynn, sincèrement amusé. « J'ai dit, laissez-le tranquille. C'est un enfant, il ne peut pas contrôler sa peur. Et tu penses que tu peux me dire quoi faire? » Non, monsieur. Elle baissa à nouveau le regard, la défiance disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Il n'est qu'un petit garçon. Si vous voulez hurler sur quelqu'un, hurlez sur moi. Flynn l'étudia un long moment, essayant de décider si c'était de la bravoure ou de la stupidité. Dans son expérience, la ligne entre les deux était souvent inexistante. Tu as du cran, je te l'accorde. Il s'approcha plus près, envahissant son espace personnel. La plupart des gens ne me répondent pas. Tu sais ce qui arrive aux gens qui me répondent. Raven ne dit rien. Ils se font mal. Toujours rien. La main de Flynn jaillit et attrapa son col. Tirant son visage près du sien, elle pouvait sentir son haleine, café rance et quelque chose de chimique qui pourrait être des amphétamines. Ses yeux étaient dilatés, ses mouvements saccadés. Il était défoncé à quelque chose, ce qui le rendait plus imprévisible que ses partenaires. « Je pourrais te faire mal tout de suite, » murmura-t-il. « Je pourrais te faire si mal que tu me supplierais d'arrêter, et personne sur cet avion ne ferait rien pour t'aider. Tu sais pourquoi? » La voix de Raven était stable. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils connaissent leur place. Il la relâcha avec une poussée qui l'envoya trébucher en arrière. « Maintenant, retourne au travail. Et si j'entends un autre mot de ta part, je m'assurerai que tu sois la première à descendre de cet avion. Compris? » « Oui, monsieur. » Il s'éloigna, toujours affamé d'une cible, mais temporairement satisfait par la démonstration de dominance. Derrière lui, les passagers expirèrent collectivement un souffle qu'ils n'avaient pas réalisé retenir. À la rangée 12, les mains de Caleb Turner tremblaient, non de peur, mais de reconnaissance. Il avait vu ce qui venait de se passer, la façon dont Raven avait détourné l'attention de Flynn de l'enfant, la façon dont elle avait absorbé son agression, l'avait redirigé, neutralisé. Ce n'était pas l'instinct d'une hôtesse de l'air protégeant un passager. C'était un sacrifice tactique, un mouvement de soldat. Les turbulences frappèrent sans avertissement. Une poche d'air rugueux qui secoua l'avion comme un terrier avec un jouet. Les passagers hurlèrent, les compartiments supérieurs cliquetèrent.
Hugo trébucha contre le dossier d'un siège, laissant tomber sa lame en céramique, mais Raven ne bougea pas. Alors que tout le monde était déséquilibré, elle resta debout dans l'allée, genoux légèrement pliés, son corps absorbant le mouvement avec l'aisance pratiquée de quelqu'un qui avait passé des milliers d'heures dans des conditions de vol instables, de la même façon qu'un pilote se préparerait dans un jet de combat pendant des manœuvres de combat, de la même façon que Caleb lui-même avait appris à se tenir pendant ces années sur des porte-avions. Leurs regards se croisèrent à travers la cabine, l'ancien sergent de l'armée de l'air et le mystère en uniforme d'hôtesse de l'air. Et à ce moment, Caleb vit quelque chose qui glaça son sang. Elle n'avait pas peur, elle n'était même pas inquiète. Si quoi que ce soit, elle semblait calculatrice, patient, comme un prédateur attendant le moment parfait pour frapper. « Qu'est-ce que tu es, bonne sang ?» pensa-t-il. Les turbulences passèrent, et le rythme normal du piratage reprit. Brick aboyait des ordres. Hugo patrouillait. Flynn bougonnait près de la porte du cockpit et Raven continuait à servir des boissons comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Quelque chose avait changé. Parce que, à l'arrière de la cabine où les autres hôtesses de l'air s'étaient blotties pour se protéger, une femme avait observé Raven avec une suspicion croissante. Hazel Brooks, 52 ans, Wing Titan chez United Airlines, avait formé des centaines de nouvelles hôtesses de l'air au cours de sa carrière. Elle connaissait tous les types. Les débutantes nerveuses, les pros confiantes, celles qui traitaient le travail comme un tremplin vers autre chose. Elle avait vu des lâches et des héros, des effondrements et des triomphes. Elle n'avait jamais vu quelqu'un comme Raven Mitchell. Dans les 4 ans qu'elles avaient travaillé ensemble, Hazel avait toujours senti quelque chose de différent chez la jeune femme tranquille, la façon dont elle se déplaçait avec une telle précision, la façon dont elle ne perdait jamais son sang-froid, même avec les passagers les plus impolis. La façon dont elle fixait parfois par le hublot pendant les vols, dans les nuages. Mais l'horizon, comme le font les pilotes, Raven, murmura Hazel quand la jeune femme revint à la galée. Hazel, nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas juste laisser... Pas encore. La voix de Raven était à peine audible, ses lèvres bougeant à peine. Le timing doit être parfait. Qu'est-ce que tu veux dire par timing? Nous sommes piratés. Il n'y a pas de bon timing. Les yeux gris de Raven rencontrèrent les bruns de Hazel, et pendant un moment, juste un moment, le masque glissa. « Fais-moi confiance », dit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit redresser involontairement la colonne vertébrale de Hazel, quelque chose qui commandait le respect même murmuré « J'ai un plan ». Puis le masque revint et Raven fut à nouveau l'hôtesse de l'air soumise, tête baissée, épaules voûtées. Mais Hazel avait vu assez. Elle ne savait pas quel était le secret de Raven, mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Ces pirates de l'air avaient pris une très mauvaise décision en choisissant ce vol. La confrontation suivante vint plus vite que quiconque ne l'attendait. Le Dr. Isaac Thornton, un chirurgien traumatologue de Seattle General, avait surveillé l'état du capitaine Anderson par la porte du cockpit, chaque fois que Flynn le permettait. La respiration du capitaine devenait irrégulière, sa peau pâle, signes classiques d'un hématome sous-dural en développement. Il a besoin d'attention médicale, dit le Dr. Thornton, approchant Brick dans la galley. S'il a une hémorragie cérébrale, il pourrait mourir dans l'heure. Brick ne leva pas les yeux du téléphone satellite. Pas mon problème. Ça devrait l'être. S'il meurt, vous ferez face à des accusations de meurtre en plus du piratage aérien. Le FBI négocie différemment quand il y a des cadavres impliqués. Cela attira l'attention de Brick. Il se tourna pour faire face au docteur, le jaugeante, 60 ans environ, lunettes à monture fine, les mains douces de quelqu'un qui n'avait jamais fait de travail manuel. Confiant. Cependant, le genre de confiance qui venait d'être la personne la plus intelligente dans la pièce pendant 40 ans. De quoi avez-vous besoin? Accès au cockpit, 5 minutes pour l'évaluer. Si nécessaire, intervention d'urgence pour soulager la pression intracrânienne. Vous voulez faire une chirurgie cérébrale à 668 mètres. Je veux empêcher une mort qui rendra votre situation bien pire. Brick considéra cela. Il n'était pas idiot. Le docteur avait raison. Un otage mort changeait complètement le calcul. 5 minutes! Hugo supervisera. Le Dr. Thornton hocha la tête et se dirigea vers le cockpit, mais s'arrêta quand il atteignit Raven. « Vous, dit-il, quelle est votre formation en premiers soins? » CPR de base et réponse d'urgence. « Monsieur, suffisant. Venez avec moi. J'aurais peut-être besoin d'une paire de mains supplémentaires. » Ils entrèrent dans le cockpit ensemble, Hugo traînant derrière avec sa lame dégainée. L'espace était exigu, à peine assez de place pour 4 personnes parmi les instruments.
et le capitaine inconscient affalé dans son siège. Le copilote Logan était assis rigide aux commandes, ses poignets à vif des liens en plastique qui le retenaient. Le Dr. Thornton commença son examen, vérifiant pupilles, pulse, rythme respiratoire. Raven se tenait à ses côtés, lui passant des fournitures de la trousse médicale à bord, avec le genre d'efficacité instinctive qui n'aurait pas dû être possible pour quelqu'un avec une formation de base. Lampe stylo. Elle la lui tendit, gaz déjà dans son autre main. J'ai besoin de vérifier ses réflexes. Tenez la lumière ici. Elle positionna le faisceau exactement où il en avait besoin, à l'angle parfait, sans qu'on le lui demande. Le Dr. Thornton la regarda, une question se formant derrière ses yeux. Vous avez une formation médicale? Juste les premiers soins. Monsieur, ce n'est pas une position de premiers soins, c'est de l'assistance chirurgicale. Raven ne dit rien. Le docteur revint à son examen, mais la question persistait. Dans le coin, Hugo observait avec une malaise croissante. Il y avait quelque chose chez cette femme qui ne collait pas. La façon dont elle avait manipulé l'équipement, la façon dont elle n'avait pas tressailli en voyant l'état du capitaine. Même les étudiants en médecine devenaient nauséeux autour des traumatismes crâniens. Cette femme n'avait pas cligné des yeux. Il est stable pour l'instant, annonça le Dr. Thornton. Possible commotion, mais je ne pense pas qu'il y ait une hémorragie. Il a besoin d'un hôpital bientôt cependant. Alors espérons que le FBI bouge vite, dit Hugo. Retour à la cabine. Ils sortirent en file, Raven et dernier, mais en passant la porte du cockpit, ses yeux balayèrent le panneau d'instruments une dernière fois. Altitude dense 363 mètres. Cap 270. Vitesse aérienne 762 km/h. Carburant. 3 heures restantes. Pilote automatique engagé. Toutes les informations dont elle aurait besoin quand elle en aurait besoin. 1 heure s'était écoulée depuis la prise de contrôle. 1 heure de tension, de prières murmurées, d'enfants essayant de ne pas pleurer et d'adultes essayant de ne pas hurler. La négociation avec le FBI était en cours. Une danse lente d'offres et de contre-offres que les deux côtés savaient ne mener nulle part. Dans la galerie, Brick devenait impatient. Il gagne du temps, dit-il à Hugo. Procédure standard. Il pense pouvoir nous attendre. Donc, nous escaladons. Exactement. Les yeux de Brick balayèrent la cabine, cherchant la bonne cible. Nous devons envoyer un message, quelque chose qui montre que nous sommes sérieux. Son regard se posa sur la rangée 8, sur Lily Harper, enceinte de 7 mois, ses mains posées protectivement sur son ventre. Elle. Hugo suivit son regard et hocha la tête. La femme enceinte, haute valeur émotionnelle. Ils bougeront plus vite, va la chercher. Flynn, qui rôdait près de la porte du cockpit, se dirigea vers la rangée 8 avec un enthousiasme non dissimulé. C'était ce pourquoi il vivait. La peur, le pouvoir, la connaissance qu'il pouvait mettre fin au monde entier de quelqu'un d'une seule décision. Toi, dit-il, attrapant le bras de Lily, viens avec moi. Non. Le cri de Lily était primal, le son d'une mère défendant son enfant. S'il vous plaît. Non, je suis enceinte. C'est le but. Il la tira sur ses pieds. Ignorant salute, la traînant vers l'avant de la cabine. Les autres passagers observèrent dans une horreur impuissante, certains couvrant leurs yeux, d'autres figés sur leur siège, tous sauf un. Raven Mitchell sortit dans l'allée, directement sur le chemin de Flynn. Arrêtez. Flynn s'arrêta, plus surpris que menacé. Quoi? Elle est enceinte. Si vous la stressez trop, elle pourrait faire une fausse couche. Un bébé mort ne vous aidera pas dans votre négociation. Dégage de mon chemin. Prenez-moi à sa place. Ça, l'offre plana dans l'air, inattendue et inexplicable. Flynn regarda Brick, qui s'était déplacée à l'entrée de la galerie pour observer. Elle a raison. Dites Brick. La femme enceinte est plus précieuse vivante et en bonne santé. Utilise l'hôtesse de l'air. Flynn poussa Lily dans son siège et attrapa Raven à la place. D'accord. Tu veux être l'héroïne? Voyons à quel point tu es brave quand il ne termina jamais la phrase. Parce qu'à ce moment, le pied de Raven accrocha la cheville de Flynn. Son corps se tordit avec une vitesse qui n'aurait pas dû être possible, et Flynn se trouva tombant en arrière, bras battant l'air. Le monde s'inversa soudain. Il heurta le sol assez fort pour expulser l'air de ses poumons. Pendant 3 secondes, personne ne bougea. Puis Raven recula, mains levées, son expression une d'excuse surprise. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Il m'a surprise. J'ai suivi un cours d'autodéfense l'année dernière et oh mon Dieu, ça va. La transformation était si complète, si convaincante que même Hugo, qui avait assisté à toute la séquence, se trouva à douter de ce qu'il avait vu. Cela ressemblait à un accident, une collision maladroite entre une femme effrayée et un homme déséquilibré. Mais Brick n'était pas dupe.
Ses yeux se plissèrent alors que Flynn se relevait, visage rouge d'humiliation et de rage. Il y avait quelque chose qui clochait ici, quelque chose qui ne collait pas au profil d'une hôtesse de l'air terrifiée. « Flynn, dit-il calmement, recule. » Elle m'a fait trébucher. La sorcière m'a fait trébucher exprès. J'ai dit « recule ». La fureur de Flynn était à peine contenue, mais il obéit pour l'instant. Il se retira à l'arrière de la cabine, lançant des regards meurtriers à Raven à chaque pas. Brick s'approcha d'elle lentement. L'étudiant, comme un collectionneur, pourrait étudier un antiquaire potentiellement précieux. C'était une belle chute qu'il a prise. Je ne voulais pas. Sa voix était douce, presque conversationnelle. J'ai vu assez de combats pour connaître la différence entre un accident et une technique. C'était un balayage de jambes, unbound. Le visage de Raven pâlit. Pour la première fois, une peur réelle scintilla dans ses yeux, mais Brick sourit seulement. « Détends-toi, » dit-il. « Je ne vais pas te faire mal. Pas encore, mais je suis curieux. » Il se pencha plus près, assez près pour qu'elle sente l'huile à armes et la sueur. « Qui es-tu vraiment? » Raven Mitchell. « Je vous l'ai dit, je suis une hôtesse de l'air. Avant cela, service client. Et avant cela... » Silence. Brick hoqua lentement la tête comme pour confirmer un soupçon. « Je m'en doutais. Il y a plus chez toi que tu ne le laisses paraître. » Il se redressa, ajustant sa veste. « Mais ça n'a pas d'importance. Quoi que tu aies été, quoi que tu penses pouvoir faire, nous sommes 3 et tu es seul. Et si tu essaies quelque chose comme ça à nouveau, je mettrai une balle dans le ventre de la femme enceinte. » La menace atterrit comme un coup physique. Le visage de Raven pâlit encore plus. « Nous nous comprenons. »« Oui, monsieur. »« Bien. Maintenant, retourne au travail. » Il s'éloigna, la laissant debout dans l'allée, avec des mains tremblantes et un cœur battant. Mais le tremblement n'était pas de peur, c'était de l'effort pour ne pas lui briser le cou sur place. À la rangée 12, Caleb Turner avait assisté à tout l'échange avec une certitude croissante. Ce n'était pas juste un mouvement d'un cours d'autodéfense, c'était des combats militaires, spécifiquement le genre enseigné aux pilotes de combat et au personnel des opérations spéciales. Il l'avait vue 100 fois à Nellis pendant des exercices d'entraînement conjoints. Cette femme n'était pas qui elle prétendait être. Mais qui était-elle? Une policière, FBI, une sorte de marshal aérien qu'il n'avait pas divulgué aux passagers ou quelque chose d'autre entièrement. Il pensa à l'approcher, à demander directement, mais quelque chose dans ses yeux, ce regard froid et calculé, lui disait qu'elle jouait un jeu plus long qu'il ne pouvait comprendre. Quoi qu'elle planifie, ce n'était pas sa place d'interférer. Pas encore. Alors il s'assit, observa et attendit le moment où toutes les pièces tomberaient en place. La 2e heure apporta l'escalade. Brick, ayant échoué à intimider Raven à la soumission, avait changé de tactique. Il était maintenant entièrement concentré sur la négociation, exigeant des mises à jour en temps réel du FBI, tandis que Hugo maintenait le contrôle de la cabine. Flynn avait été relégué au duty du cockpit, où son tempérament volatile était moins susceptible de causer des problèmes, mais les passagers devenaient agités. Le choc initial s'était dissipé, remplacé par le genre de ressentiment mijotant qui s'accumulait quand les êtres humains étaient traités comme du bétail. Des conversations murmurées parcoururent la cabine, des yeux se tournaient vers des armes potentielles, ordinateur portable lourd, boucle de ceinture en métal, l'extincteur dans la galette. Le sénateur Kingsley fut le premier à exprimer ce que beaucoup pensaient. « Nous ne pouvons pas juste rester assis là. » Siffla-t-il à l'homme d'affaires à côté de lui, un capital risqueur nommé Marcus, qui avait passé l'heure précédente à calculer la probabilité statistique de survie basée sur des données historiques de piratage aérien. Il y a 180 d'entre nous et 3 d'eux. Ils ont des armes, Senator, des lames et un pistolet. J'ai servi au Vietnam. Je sais ce qu'un pistolet peut faire, et je sais ce que 100 personnes déterminées peuvent faire. Avec respect, monsieur, 100 personnes chargeant 3 hommes armés dans un espace confiné est une recette pour des casualties massives. La mâchoire de Kingsley se serra. Alors, nous avons besoin d'un meilleur plan. De l'autre côté de l'allée, Raven ramassait des gobelets vides et des serviettes, se déplaçant dans la cabine avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois. Mais ses oreilles étaient accordées à chaque conversation, chaque plan murmuré, chaque calcul de risque et de récompense. Le sénateur avait raison sur une chose. La résistance passive ne mettrait pas fin à cela. Le FBI pouvait négocier pendant des jours et Brick était clairement préparé à attendre ou à commencer à faire des exemples de passagers si l'attente devenait trop longue.
Quelque chose devait changer. Quelqu'un devait agir. La question n'était quand. Elle passa la rangée de sortie d'urgence où un jeune homme en t-shirt des Army Rangers était assis avec les poings serrés. Silas, selon son billet d'embarquement. Vingt-Houtons, Mosley, avec la tension enroulée de quelqu'un qui avait été entraîné à se battre et était forcé de ne rien faire. Leurs regards se croisèrent brièvement. Elle vit la question dans son regard. « Es-tu avec moi? » Elle secoua la tête presque imperceptiblement. « Pas encore. » Il comprit. Il hocha la tête et détendit ses poings pour l'instant. À l'avant de la cabine, Hugo menait une autre vérification d'armes. Il avait remarqué quelque chose pendant sa confrontation précédente avec Raven, une possibilité qui le rongeait comme une écharde sous la peau. L'hôtesse de l'air, dit-il à Brick, celle qui a fait trébucher Flynn. Quoi d'elle? Quelque chose cloche. La façon dont elle bouge, la façon dont elle a réagi quand j'ai fouillé son sac. Il y a quelque chose que nous manquons. Brick considéra cela. Les instincts de Hugo leur avaient sauvé la vie plus d'une fois pendant des opérations en Tchétchénie et en Syrie. S'il sentait la menace, cela valait la peine d'enquêter. Fouillez-la à nouveau, à fond. Hugo se dirigea dans la cabine vers la galerie où Raven rechargeait le chariot à boissons. Elle le vit venir et se raidit presque imperceptiblement, une réaction qui aurait été invisible pour quiconque ne la cherchait pas. Main contre le mur, ordonna Hugo. Écarte les jambes. Les passagers observèrent dans un silence inconfortable, tandis que Hugo menait une fouille approfondie, ses mains bougeaient professionnellement. Vérifiant les armes cachées ou dispositifs de communication, il ne trouva rien, mais il remarqua quelque chose. Qu'est-ce que c'est? 16 Twax avait effleuré son épaule gauche, où le tissu de son uniforme couvrait ce qui ressemblait à du tissu surélevé dessous, une vieille blessure, dit Raven rapidement. Cicatrice de brûlure d'un accident de cuisine. Hugo étudia son visage. Elle était bonne, très bonne à mentir, mais pas tout à fait assez. Enlève ta veste. Je préférerais ne pas... Ce n'était pas une demande. La cabine était devenue silencieuse. 183 paires d'yeux étaient fixés sur la confrontation. Sentant que quelque chose de significatif était sur le point de se produire, les mains de Raven se dirigèrent vers les boutons de sa veste d'uniforme, lentement, délibérément, un bouton à la fois. Mais avant qu'elle puisse l'enlever, un tumulte éclata à l'arrière de la cabine. Silas, le vétéran des Army Rangers, avait décidé qu'il en avait assez d'attendre. Maintenant, cria-t-il, se lançant sur Flynn, qui venait d'émerger du cockpit. Abattez-les. L'effet fut immédiat et chaotique. Une demi-douzaine de passagers, des hommes qui avaient coordonné discrètement en conversation murmurée, se levèrent de leur siège et se ruèrent sur le pirate de l'air le plus proche. Hugo pivota loin de Raven, l'âme scintillante. Des cris remplirent la cabine alors que les deux forces se heurtèrent. Pendant un moment, il sembla que les passagers pourraient gagner. Silas avait cloué Flynn contre la porte du cockpit. Deux hommes d'affaires luttaient avec Hugo, essayant de lui arracher sa lame. Un Marine à la retraite s'était jeté sur Brick, qui atteignait son pistolet, mais les pirates de l'air avaient déjà été dans cette situation. Ils s'étaient entraînés exactement pour ce genre de soulèvement. La lame de Hugo trouva de la chair. Un des hommes d'affaires hurla et recula, serrant son bras. Le pistolet de Brick sortit de son étui et tira un seul coup au plafond. Un tonnerre assourdissant qui figea tout le monde sur place. Assez. La rébellion s'effondra aussi vite qu'elle avait commencé. Silas fut jeté de Flynn et frappé à plusieurs reprises aux côtes. L'homme d'affaires blessé fut traîné à l'avant de la cabine, comme exemple. Le marine à la retraite gisait face contre terre dans l'allée, la botte de Hugo sur son cou, et Raven se tenait dans la galerie, observant avec une expression que personne ne pouvait lire. Cela, dit Brick, respirant fort mais souriant, était très stupide. Il attrapa Silas par les cheveux et tira sa tête en arrière. Tu pensais pouvoir être un héros? Tu pensais pouvoir sauver tout le monde? Silas cracha sur lui, un geste défiant qui lui valut un coup de poing au visage. Voilà ce qui va se passer maintenant, annonça Brick à la cabine. À cause de votre petite rébellion, nous allons avoir des conséquences. En commençant par celui-ci, il pressa le pistolet contre la tempe de Silas. Les passagers retinrent leur souffle. Les enfants enfouirent leur visage contre leurs parents. Les adultes prièrent des dieux dont ils n'étaient pas sûrs de croire. Attendez. La voix vint de la galerie. Douce mais portant, tout le monde se tourna pour regarder Raven Mitchell, qui avait avancé dans l'allée. « Attendez !» répéta-t-elle. Il essayait juste de protéger les gens. Il ne mérite pas de mourir pour ça. Brickret, un sang-froid, sans humour. Et qui es-tu exactement pour me dire ce que quiconque mérite? Personne, dit-elle. Je ne suis personne, juste une hôtesse de l'air. Mais
elle posa, semblant rassembler du courage. Mais si vous avez besoin de blesser quelqu'un pour faire un point, blessez-moi à sa place. L'offre plana dans l'air pour la deuxième fois en 1 heure. Flynn, son nez saignant de la bagarre, avança avec un intérêt avide. « Laisse-moi, je lui en dois une. » Miles Brick leva une main, étudiant Raven avec une curiosité renouvelée. « Tu continues à t'offrir. »« Pourquoi? » »« Parce qu'il a des gens qui l'attendent. » Elle fit un signe de tête vers Silas. « Une famille. Peut-être. Des amis. Une vie. Je n'ai personne. Si quelqu'un doit être blessé, ce devrait être la personne avec le moins à perdre. » Caleb Turner sentit son cœur se serrer. C'était un noble mensonge, le genre que les soldats disent quand ils se jettent sur des grenades pour sauver leurs camarades, le genre de mensonge qui révèle plus de vérité que n'importe quelle confession. Brick semblait arriver à la même conclusion. Ses yeux se plissèrent et il relâcha Silas avec une poussée. « D'accord, » dit-il. « Flynn, amène-la à la galée. Assure-toi qu'elle se souvienne de ce moment. » Flynn sourit et attrapa le bras de Raven, la traînant vers l'avant de la cabine. Les passagers observèrent dans une horreur impuissante, certains pleurant, d'autres détournant le regard. Mais Hazel Brooks remarqua quelque chose que personne d'autre ne fit, alors que Flynn tirait Raven devant elle. La main libre de la jeune femme effleura sa cuisse, et quelque chose de petit se transféra de la poche de Raven à la paume de Hazel, une note pliée en un petit carré. Hazel attendit que Flynn et Raven aient disparu derrière le rideau de la galée, avant de la déplier avec des doigts tremblants. 4 mots écrits d'une écriture nette et précise. « Quand je bouge, baisse-toi. » Le rideau de la galée tomba, obscurcissant ce qui allait se passer de la vue des passagers. Ils pouvaient entendre la voix de Flynn, cruelle et anticipatrice, et le son de quelque chose heurtant le métal. Mais ils ne pouvaient pas voir les yeux de Raven Mitchell, parce que s'ils l'avaient pu, ils auraient su que tout était sur le point de changer. Dans la lumière tamisée de la galée, entourée de chariots à boissons et d'équipements d'urgence, Flynn se tenait devant sa proie avec la satisfaction d'un chat coinçant une souris. « Alors, » dit-il, faisant craquer ses jointures, « tu aimes jouer les héroïnes. Voyons à quel point tu es brave maintenant. » Raven se tenait dos au comptoir, sa posture toujours soumise, ses yeux toujours baissés. « S'il vous plaît, je suis désolée. Je ne voulais pas. » « Tais-toi. » Il s'approcha plus près. « Tu sais quel est ton problème. Tu ne connais pas ta place. Les femmes comme toi pensent être égales, pensent pouvoir se dresser contre les hommes, pensent qu'elles comptent. » Il attrapa son col, tirant son visage près du sien. « Tu ne comptes pas ?» murmura-t-il. « Tu n'es rien, moins que rien, et je vais le prouver. » Pendant un moment, tout fut immobile. Puis Flynn commit son erreur. Il relâcha son col et recula sa main pour frapper, et dans cette fraction de seconde, cette minuscule fenêtre où sa garde était baissée et son attention focalisée sur la violence à venir, Raven bougea, pas comme une hôtesse de l'air, pas comme une employée de service client de Phoenix, comme un prédateur. Sa main jaillit et attrapa son poignet, le tordant à un angle qui n'aurait pas dû être possible. Le corps de Flynn suivit, tournant involontairement pour soulager la pression sur son articulation. Avant qu'il puisse crier, son autre main était sur l'arrière de sa tête, enfonçant son visage dans le comptoir métallique avec assez de force pour faire sonner la cloche d'urgence. Il s'effondra au sol, inconscient. Temps écoulé, 1, 2 secondes. Raven se tenait au-dessus de lui, respirant régulièrement, ses yeux gris froids et évaluants. Le masque était parti maintenant, dépouillé comme un déguisement qui n'était plus nécessaire. À sa place était quelque chose de plus ancien, de plus dur, forgé dans des feux qui n'avaient rien à voir avec le service client ou la formation aux premiers soins. Elle bougea rapidement, fouillant les poches de Flynn. Une lame en céramique, qu'elle garda, une radio, qu'elle désactiva, des liens en plastique, qu'elle utilisa pour attacher ses poignets et chevilles, puis elle entendit le rideau de la galée bruisser. Hugo, il se tenait à l'entrée, lame in main, son expression passant de la curiosité au choc en prenant la scène. Flynn inconscient au sol, Raven debout au-dessus de lui, une lame volée en main. « Qu'est-ce que... » Elle lança le plateau à boisson avant qu'il puisse finir. Il le frappa au visage, le faisant chanceler assez longtemps pour qu'elle ferme la distance. Sa lame trancha sauvagement. Elle la dévia avec son avant-bras, acceptant une coupure superficielle en échange de la position, puis son genou trouva son plexus solaire et son coude son temple. Et il rejoignit Flynn au sol de la galée. Temps écoulé. 3, 7 secondes. 2 à terre. 1 à aller. Mais Brick avait entendu le bruit. Il apparut à l'entrée de la galée. Pistolet dégainé, juste au moment où Raven se tournait pour lui faire face. Ils se tinrent que là un moment, prédateur et prédateur, chacun évaluant l'autre. « Eh bien, » dit Brick doucement, « je savais qu'il y avait quelque chose chez toi. » Raven ne dit rien. « Qui es-tu vraiment? »« Militaire.
Police. Non. Une sorte de marshal aérien. Ça importe. Pas particulièrement. Il lève le pistolet. Tu vas quand même mourir. Peut-être. Elle inclina légèrement la tête. Mais pas aujourd'hui. Brick pressa la détente. Awasaya. Mais sa main ne coopérait pas. Ses doigts étaient engourdis et son bras tombait à son côté. Et le monde basculait latéralement d'une façon qui n'avait aucun sens. Il baissa les yeux et vit l'aiguille saillant de son cou. La petite seringue qui avait été cachée dans la paume de Raven, injectée pendant ce bref affrontement quand toute l'attention était focalisée sur le pistolet. Sédatif, dit-elle calmement. De la trousse médicale d'urgence. À action rapide. Tu seras inconsciente dans environ 3 secondes. La bouche de Brick s'ouvrit pour répondre, mais seul un gargouillis en sortit. 2 secondes. Ses genoux fléchirent. Il heurta le sol. Et juste comme ça, c'était fini. Raven se tenait dans la galerie, entouré de 3 pirates, de l'air inconscient, son uniforme déchiré et ensanglanté de la lame de Hugo. La coupure sur son avant-bras saignait régulièrement, mais elle le remarqua à peine. Elle avait du travail à faire. Le rideau de la galerie s'ouvrit violemment. Et Hazel Brooks se tenait là, yeux écarquillés de choc et de quelque chose qui pourrait être de la vindication. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose. » « Hazel ?» La voix de Raven était calme. « Commandante, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Va voir les passagers. Dis-leur que tout est sous contrôle. Dis-leur de rester assis et calme. Peux-tu faire ça ?» Hazel hocha la tête automatiquement, répondant à l'autorité dans la voix de Raven sans la questionner. « Et toi ?» Raven se dirigeait déjà vers la porte du cockpit. « J'ai besoin de piloter cet avion. » La porte du cockpit s'ouvrit pour révéler le copilote Logan, toujours attaché avec des liens en plastique à son siège, la fixant avec une expression de totale incrédulité. « Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? » Changement de direction. Raven sortit une lame en céramique de sa poche et coupa ses liens. « Comment va le capitaine? » Toujours inconscient. « My stable, je pense. » Logan frotta ses poignets, grimaçant. « Qui diable êtes-vous? » Raven ne répondit pas. Elle glissait déjà dans le siège du capitaine, ses mains bougeant sur le panneau d'instruments avec la familiarité d'une longue pratique. Altitude den, 058 mètres. Cap 285. Carburant, 2 heures 15 minutes restantes. Seattle-Tacoma à 1h20 minutes. Elle atteignit la radio. Control de Seattle-Tacoma. Ici le vol United 147 demandant atterrissage prioritaire. Nous avons une urgence médicale et une situation de sécurité qui a été résolue, demandant service d'urgence en attente. La radio crépita. United 1147. Confirmez votre situation. Nous vous montrons comme un avion piraté. Piratage neutralisé. 3 suspects en garde. Blessures multiples nécessitant attention médicale. Demandant gestion prioritaire immédiate. Une pause. Puis, United 1147. Confirmez l'identité de la personne transmettant. Les yeux de Raven se dirigèrent vers la fenêtre du cockpit, où les nuages s'étendaient infiniment vers l'horizon. Pendant 4 ans, elle avait évité ce moment. 4 ans de cachette, de prétention, d'essai d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Mais certaines choses ne pouvaient rester cachées pour toujours. Ici le Major Raven Mitchell, armée de l'air des États-Unis, à la retraite. Numéro de service 77346. Indicator Phantom. J'ai assumé le contrôle de cet avion et demande permission d'atterrir. Le silence sur la radio s'étira pour ce qui sembla une éternité. Puis, Phantom. Est-ce vraiment vous? La voix avait changé. Plus un contrôleur aérien standard, mais quelqu'un de plus âgé, plus autoritaire. Et Général Solomon, dit Raven calmement. Ça fait un moment. 4 ans. La voix du général était épaisse d'émotion. Nous pensions, peu importe ce que nous pensions, pouvez-vous atterrir cet oiseau? Raven regarda le panneau d'instruments, puis les nuages devant, puis ses propres mains, stable comme la pierre sur les commandes. Monsieur, dit-elle, j'ai atterri des F-16 sur des ponts de porte-avions au milieu de typhons. Je pense pouvoir gérer un 737. Un son qui pourrait être un rire vint à travers la radio. Reçu, Phantom. Vous êtes autorisé pour atterrissage prioritaire. Piste 16 droite. Services d'urgence en attente. At Raven. Monsieur, bienvenue à la maison. Les mots planèrent dans l'air alors qu'elle ajustait le cap et commençait la séquence de descente. Derrière elle, le copilote Logan la fixait avec une expression combinant admiration, confusion et la réalisation naissante qu'il venait d'assister à quelque chose qui définirait le reste de sa carrière. Major Mitchell. Réussit-il enfin, comme dans le Major Mitchell? Celle qui... Concentrez-vous sur l'approche. Lieutenant, elle jeta un œil à son insigne.
Vous vous souvenez encore comment voler, correct? Oui, madame. Il se redressa automatiquement, répondant à la présence de commandement dans sa voix. De quoi avez-vous besoin? Surveillez les systèmes. Informez-moi de toute anomalie, et quand nous atterrirons, assurez-vous que les passagers débarquent de manière ordonnée. Et les pirates de l'air? Le FBI s'en occupera. Notre travail est de mettre tout le monde au sol en sécurité. Elle se tourna vers les commandes et le copilote Logan observa ses mains bouger avec la précision d'un pianiste de concert, ajustant les gaz, surveillant l'altitude, faisant des micro-corrections presque invisibles à l'œil nu. Il pilotait des avions commerciaux depuis 12 ans. Il avait vu de bons pilotes et de grands pilotes. Il n'avait jamais vu quelque chose comme cela. Dans la cabine principale, les passagers traitaient l'impossible. Un moment, ils étaient des otages face à la perspective de la mort, ou pire aux mains de 3 pirates de l'air armé. Le moment suivant, Hazel Brooks émergea de la galerie avec l'annonce que la situation avait été résolue et que tout le monde devrait rester calme. Résolu. Par qui? Comment. Les réponses venaient en fragments passés de rangée en conversation murmurée. L'hôtesse de l'air l'a fait. Quelle hôtesse de l'air? La petite. Raven. Elle les a tous abattus. C'est impossible. Je l'ai vue. Elle était comme sortie d'un film. Qui est-elle? Caleb Turner était assis à la rangée 12, ses mains tremblant encore. Mais maintenant d'autre chose que de la peur, de la vindication. Il avait su que quelque chose était différent chez elle. Il avait senti la guerrière sous l'employé de service, mais même lui n'avait pas imaginé cela. Le sénateur Kingsley, sa mâchoire encore douloureuse du coup de brick, composait déjà le discours qu'il donnerait quand les caméras arriveraient. Une histoire d'héroïsme et de survie avec lui naturellement positionné comme figure centrale, mais même lui savait que l'histoire réelle se centrerait sur quelqu'un d'autre. À la rangée 8, Lily Harper pleurait. Mais c'étaient des larmes différentes. Soulagement, gratitude. Son bébé était en sécurité. Ils étaient tous en sécurité parce qu'une femme qui avait toutes les raisons de rester cachée avait choisi de se révéler pour des étrangers. Et à la rangée 6, le petit Noah précède son visage contre le hublot, observant les nuages défiler, posant à sa mère une question qui semblait résumer tout. « Maman, est-ce que l'hôtesse de l'air est une super-héroïne? » Sa mère, encore en train de traiter son propre choc, ne put gérer qu'un mot. « Oui. » Nous sommes sur le point d'atteindre le moment le plus intense de toute cette histoire, mais d'abord, si vous appréciez cela, laissez un commentaire me disant ce que vous pensez être le vrai passé de Raven, pilote militaire, agent secret, quelque chose d'autre entièrement. Je lis chaque commentaire, et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur ce bouton like. Cela aide plus de gens à découvrir ces histoires. D'accord. Revenons-y, les choses sont sur le point de devenir très réelles. La descente prit 47 minutes. 47 minutes pendant lesquelles Raven Mitchell, Major Raven Mitchell, Indicative Phantom, la première femme à commander un escadron d'F-16 en combat actif, guida le Boeing 737 à travers la météo, le trafic et le chaos des protocoles d'urgence, avec la même précision froide qu'elle avait autrefois utilisée pour guider des missiles sur des cibles ennemies. Le copilote Logan observe en silence, apprenant plus en ces 47 minutes qu'en des années de formation en simulateur, la façon dont elle anticipait les turbulences avant qu'elles frappent, la façon dont elle ajustait pour les vents transversaux sans consulter les instruments, la façon dont elle communiquait avec le contrôle aérien dans ce cadence calme et tranchant que les pilotes utilisent quand des vies dépendent de chaque mot. « Voles 20 » annonça-t-elle. Il obéit sans question. Train d'atterrissage baissé. Le train d'atterrissage se déploya avec un bruit mécanique. Visual piste. Début approche finale. Par la fenêtre du cockpit, l'aéroport international de Seattle-Tacoma s'étendait en dessous d'eux. Une grille de béton et de lumière représentant la sécurité, la civilisation, la fin d'un cauchemar. Des véhicules d'urgence bordaient la piste, leurs lumières clignotant rouge et bleu au soleil de l'après-midi. United Island 47. Vous êtes autorisé à atterrir, annonça le contrôle aérien. Service d'urgence en attente. Bienvenue à la maison. Raven ne répondit pas. Toute son attention était sur l'approche, angle, vitesse, dérive, toutes les milliers de minuscules variables qui séparaient un bon atterrissage d'un catastrophique. Les roues touchèrent avec à peine un choc. Inverseur de poussée engagé. L'avion ralentit, roulant vers la porte désignée, où une petite armée de répondants d'urgence attendait. Ce n'est qu'alors que Raven s'autorisa une seule respiration profonde,
C'était fini. Ou plutôt, une partie était finie. Une autre partie venait juste de commencer. Cette vidéo est sponsorisée par Ridge Wallet. Fatigué des portefeuilles encombrants qui ruinent vos poches. Ridge Wallet est mince, durable et bloque les scanners RFID pour empêcher le vol de vos informations. Plus de 2 millions de personnes ont fait le switch. Utilisez le code Military sur Ridge. Comilitary pour 10% de réduction plus frais de port gratuit. Lien dans la description. Maintenant, voyons ce qui se passe quand le monde découvre qui est vraiment Raven. Parce que cet atterrissage n'est que le début. L'avion s'arrêta à la porte B7. Par la fenêtre du cockpit, Raven pouvait voir l'équipe de réponse assemblée, agents du FBI en équipement tactique, paramedics avec des brancards, sécurité aéroportuaire. Maintenant un périmètre. Des hélicoptères de nouvelles télévisées tournaient au-dessus, leurs caméras diffusant déjà la scène à des millions de téléspectateurs. Et à l'avant de la foule, se tenant à l'écart des autres, était une figure qu'elle reconnaîtrait n'importe où, le général Marcus Solomon, armé de l'air des États-Unis, 3 étoiles brillant sur ses épaulettes. 63 ans, cheveux argentés avec la posture rigide d'un officier militaire de carrière. Il avait été son officier commandant pendant la campagne de Syrie. L'homme qui avait épinglé ses étoiles d'argent sur sa poitrine, qui avait écrit la recommandation pour sa croix de vol distinguée, qui avait essayé de la dissuader de démissionner quand elle avait annoncé son intention de quitter le service. 4 ans depuis qu'elle l'avait vu pour la dernière fois, 4 ans depuis qu'elle avait tourné le dos à tout ce qu'elle connaissait. Et maintenant, il attendait sur le tarmac, la regardant à travers le verre du cockpit, avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « Madame. » La voix du copilote. Logan brise à sa rêverie. Les passagers sont prêts à débarquer. Bien. Elle se leva, redressant son uniforme déchiré. Mettons-les à la maison. La porte de la cabine s'ouvrit sur un mur de flash de caméras et de voix criantes. Les agents du FBI avancèrent pour sécuriser l'avion. Les paramedics se ruèrent vers les blessés. L'homme d'affaires que Hugo avait coupé, le capitaine Anderson, sur un brancard. Quelques passagers souffrant d'attaques de panique et de choc. Et à travers tout cela, 183 personnes descendirent de l'avion dans un état hébété. Beaucoup d'entre eux tendant le cou pour apercevoir une dernière fois la femme qui avait sauvé leur vie. Raven fut la dernière à débarquer. Elle se tint dans l'embrasure un moment, silhouettée contre les lumières de la cabine, son uniforme déchiré et ensanglanté, ses cheveux noirs s'échappant de son chignon réglementaire. Pas l'image de la précision militaire qu'elle avait autrefois représentée, mais quelque chose d'autre entièrement, quelque chose d'humain. Le général Solomon avança alors qu'elle descendait les marches. Son visage était soigneusement neutre, mais ses yeux gris aiguisés qui avaient vu 3 guerres et une centaine de crises, étaient brillants d'émotion. Major Mitchell, dit-il formellement. Général Solomon. Ils se tinrent face à face sur le tarmac, entourés de chaos, mais occupant leur propre bulle privée de silence. Puis Solomon fit quelque chose qui fit flasher toutes les caméras en unisson. Il se redressa au garde-à-vous, pleine posture militaire, menton levé, épaules en arrière, et leva sa main droite en un salut parfait. Un général 3 étoiles saluant un major. Non, un général 3 étoiles saluant une héroïne. La main de Raven monta automatiquement, rendant le salut avec la mémoire musculaire de 1000 répétitions. Ses yeux étaient humides, réalisa-t-elle. Quand cela était-il arrivé? Bienvenue de retour. Phantom, dit Solomon calmement. Je n'ai jamais parti, monsieur. Sa voix se brisa légèrement. Pas vraiment. Il baissa son salut et elle baissa le sien. Et pendant un moment, ils étaient juste 2 soldats qui avaient vu trop et dit trop peu à ce sujet. Puis Solomon s'écarta, faisant un geste vers la foule de passagers qui s'étaient rassemblés derrière le périmètre de sécurité. Vos gens attendent. Raven se tourna pour leur faire face. 183 visages, certains pleurant, certains riant, certains encore en choc, mais tous la regardant avec la même expression, l'expression de gens qui avaient fait face à la mort et trouvé au lieu la salvation. Lily Harper poussa à travers la foule, son ventre enceinte en tête. Mademoiselle Mitchell, Major Mitchell, je ne sais pas comment. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. La voix de Raven était douce. Prenez juste soin de ce bébé. Je le ferai. Les larmes de Lily coulaient librement maintenant. Je vais la nommer d'après vous, Raven. C'est d'accord? Quelque chose craqua dans l'expression de Raven. Ce mur soigneusement maintenu de contrôle. C'est trop. Nommez-la d'après quelqu'un que vous aimez. Je le fais. Avant que Raven puisse répondre, le petit Noah s'était libéré de sa mère et avait jeté ses bras autour de la taille de Raven. Vous êtes une super-héroïne, annonça-t-il. Une vraie super-héroïne.
Raven baissa les yeux sur le petit garçon s'accrochant à elle. Et pendant un moment, elle vit un autre enfant, une fille à Kandahar, Septans, qui s'était cachée dans un bâtiment bombardé pendant que l'escadron de Raven fournissait une couverture pour les hélicoptères d'évacuation. Une fille qui l'avait regardée de la même façon quand le danger était passé? Non, dit-elle doucement. Juste quelqu'un qui était au bon endroit au bon moment. Mais vous avez sauvé tout le monde. J'ai fait ce qui devait être fait. Elle s'agenouilla à son niveau, le regardant directement dans les yeux. Et un jour, quand tu seras plus grand, tu feras la même chose. Quand quelqu'un aura besoin d'aide et que personne d'autre ne sera là, tu seras celui qui se lèvera. Noah hocha solennellement la tête. Comme acceptant une mission sacrée, le sénateur Kingsley approcha, son hostilité antérieure remplacée par quelque chose approchant l'humilité. Major Mitchell, je vous dois des excuses. Pas d'excuses nécessaires, Senator. Je vous ai traité comme une servante. J'ai exigé que vous vous soumettiez à des terroristes. Vous aviez peur. La voix de Raven était factuelle. Tout le monde avait peur. La peur nous fait faire des choses que nous regrettons. Kingsley le fixa un long moment. Vous n'aviez pas peur? J'étais terrifiée. Senator, la différence est que j'ai été terrifiée avant. J'ai appris quoi en faire? La presse devenait plus insistante maintenant. Caméras poussant contre le périmètre de sécurité. Reporters criant des questions qui se fondaient en un mur de bruit. Major Mitchell, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Est-il vrai que vous êtes une pilote de combat décorée? Pourquoi travaillez-vous comme hôtesse de l'air? Comment avez-vous abattu 3 pirates de l'air armés? Raven regarda les caméras, les micros, les yeux affamés de journalistes qui transformeraient son histoire en contenu. 4 ans d'anonymat sur le point de se terminer. 4 ans de cachette sur le point de devenir impossible. Elle avait su que ce moment viendrait éventuellement. Elle s'y était préparée dans 1000 nuits sans sommeil. Mais cela ne le rendait pas plus facile. Le général Solomon apparut à ses côtés. Vous n'avez pas à leur parler. Je sais. Elle prit une respiration. Mais je pense que je devrais. Elle avança et la foule se tut. Mon nom est Raven Mitchell. Commença-t-elle. Je suis une ancienne major dans l'armée de l'air des États-Unis. J'ai piloté des F-16 en Syrie et en Afghanistan. J'ai reçu 3 étoiles d'argent et la croix de vol distinguée pour des actions en combat. Elle posa, laissant les mots s'imprégner. J'ai pris ma retraite il y a 4 ans et je suis devenue hôtesse de l'air parce que je voulais continuer à voler sans avoir à blesser qui que ce soit. Le silence s'étira. Aujourd'hui, cela a changé. Aujourd'hui, j'ai fait ce pourquoi j'étais entraînée, ce que j'espérais ne jamais avoir à faire à nouveau. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une personne à qui on a donné certaines compétences et qui a utilisé ces compétences quand des innocents étaient en danger. Un reporter poussa en avant. Major Mitchell, il y a des rapports que vous avez abattu 3 hommes armés seuls en moins de 10 secondes. Est-ce vrai? Les détails spécifiques seront dans le rapport du FBI. Ce qui compte, c'est que tout le monde sur ce vol rentre chez sa famille ce soir. Et les pirates de l'air, que leur arrivera-t-il? C'est au système judiciaire de décider, pas à moi. Une autre question de la foule. Retournerez-vous à l'armée de l'air? Raven hésita. Elle pouvait sentir les yeux du général Solomon sur elle, sentir le poids de la question. Derrière la question, je ne sais pas, dit-elle enfin. Pour l'instant, je veux juste me nettoyer et me reposer un peu. Le reste peut attendre. Elle se détourna des caméras et le général Solomon marcha à ses côtés. C'était bien géré, dit-il calmement. J'ai eu de la pratique. Les reporters vont creuser. Ils vont tout découvrir. Syrie, Afghanistan, les opérations classifiées. Je sais, certains de ces dossiers sont encore scellés. Ils ne le seront pas longtemps. Solomon s'arrêta de marcher, la forçant à s'arrêter aussi. Raven, que s'est-il vraiment passé sur cet avion? Pas la version que vous avez donnée à la presse, la vraie version. Elle le regarda, vraiment regardé, et vit la question derrière la question. 3 hommes ont essayé de prendre le contrôle d'un vol avec 183 innocents à bord, dit-elle lentement. Ils ont menacé une femme enceinte. Ils ont battu la mère d'un enfant. Ils ont mis un pistolet sur la tête d'un vétéran. Sa voix durcit. Ils ont fait l'erreur de penser que j'étais sans défense. Je leur ai montré que je ne l'étais pas. Solomon hocha lentement la tête. C'est ce que je pensais. Il reprit la marche, la guidant vers un véhicule militaire en attente. Vous savez, j'ai essayé de vous trouver après votre démission. Nous l'avons tous fait. Vos anciens camarades d'escadron, les hauts gradés à l'anglais, tous ceux qui se souvenaient de ce que vous avez fait pendant le raid de Damas. Je ne voulais pas être trouvé. Je l'ai compris.
Il ouvrit la porte du véhicule pour elle. La question est, voulez-vous être trouvé maintenant? Raven pose avec un pied à l'intérieur du véhicule. Que voulez-vous dire? L'expression de Solomon était soigneusement neutre. Il y a quelque chose dont j'ai besoin de discuter avec vous. Quelque chose qui ne peut pas attendre. Mais pas ici. Pas avec des caméras qui regardent. Quel genre de quelque chose? Le genre qui explique pourquoi 3 opératives hautement entraînées ont choisi justement votre vol pour pirater. Les mots frappèrent comme un coup physique. La main de Raven se serra sur le cadre de la porte. Que dites-vous? Je dis que nous suivons un réseau très dangereux. Depuis les 18 derniers mois, un réseau qui semble avoir un intérêt particulier pour certains anciens personnels militaires. Il rencontre à ses yeux des personnels comme vous. L'air sembla geler autour d'eux. Montez dans le véhicule, Major. Nous avons beaucoup à discuter. Raven monta et la porte se ferma derrière elle, l'achélant loin des caméras et des questions et du chaos de la scène publique. Mais même dans le calme de l'intérieur du véhicule, elle pouvait sentir la vérité presser contre elle. La vérité dont elle avait fui pendant 4 ans, le passé n'en avait pas fini avec elle. Il venait juste de commencer. Le véhicule militaire s'éloigna du tarmac, laissant derrière les caméras clignotantes et les reporters criants. À l'intérieur, le silence était assez épais pour être coupé. Raven était assise en face du général Solomon, son uniforme déchiré contrastant fortement avec ses bleus impeccables. La coupure sur son avant-bras avait été bandée à la hâte par un paramédic, mais le sang suintait déjà à travers la gaze blanche. Elle le remarqua à peine. « Parlez !» dit-elle. Solomon fouilla dans sa mallette et produisit un dossier Manila, le genre démodé qui suggérait que son contenu était trop sensible pour le stockage numérique. Il le posa sur le siège entre eux. Il y a 18 mois, nous avons commencé à suivre une série d'incidents impliquant d'anciens personnels des opérations spéciales, assassinates, enlèvements, tentatives de recruitment, tous ciblant des gens avec des ensembles de compétences très spécifiques. Quel genre d'ensemble de compétences? Pilotes de combat, experts in demolition, spécialistes en guerre cybernétique, le genre de gens qui pourraient mener une guerre privée si correctement organisée. La mâchoire de Raven se serra. Et vous pensez que le piratage d'aujourd'hui était connecté? Je sais qu'il l'était. Solomon ouvrit le dossier, révélant une photographie de Brick, l'homme qu'il avait jeté au sol de la cabine quelques heures plus tôt. Son vrai nom est Victor Clough, ancien Spetsnaz, déchargé pour brutalité excessive. Depuis 3 ans, il travaille comme contractuel pour une organisation que nous appelons le Réseau. Nom créatif. Nous ne l'avons pas choisi, eux l'ont fait. Il sortit une autre photographie, celle-ci montrant un symbole qui glaça le sang de Raven, une tête de loup rendue en ligne noire stark avec un seul œil rouge. « Loup fantôme », murmura-t-elle. Solomon hoqua lentement la tête. « Donc vous vous souvenez? » Souvenir. Comment pouvait-elle oublier? Ce symbole avait été gravé dans ses cauchemars pendant 4 ans, depuis le jour où l'F-16 de son ailier avait explosé en une boule de feu au-dessus du désert syrien, abattu par un missile solaire qui n'aurait pas dû exister dans ce théâtre d'opération. Loup fantôme était l'indicatif de l'opératif qui avait fourni ce missile. Solomon continua. Nous pensions qu'il était mort dans la frappe aérienne subséquente. Nous avions tort. À quel point tort? Il est vivant. Il a construit quelque chose, une organisation, un réseau d'anciens actifs militaires de 12 pays différents. Et il y a 6 mois, nous avons intercepté des communications suggérant qu'il a développé un intérêt particulier pour vous. Le véhicule heurta une bosse et Raven se stabilisa automatiquement. Son esprit courait, traitant les implications plus vite que Solomon ne pouvait les parler. Le piratage n'était pas aléatoire, dit-elle. Il savait que je serais sur ce vol. Nous le croyons. Il voulait vous capturer ou vous tuer ou me tester. La voix de Solomon était grave. Voir de quoi vous étiez capable. Voir si les histoires sur Phantom étaient vraies. Raven Ritt, on s'endort, sans humour. Eh bien, maintenant ils savent. Oui, maintenant ils savent. Il ferma le dossier, ce qui m'amène à mon point suivant. Vous voulez que je revienne? Ce n'était pas une question. Solomon rencontra ses yeux. L'armée de l'air n'a pas besoin d'un autre pilote. Raven, nous en avons plein. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui peut pénétrer ce réseau, quelqu'un que Loup Fantôme connaît déjà, quelqu'un qui l'intéresse déjà. Vous voulez que je sois l'appât? Je veux que vous soyez la solution. Il se pencha en avant, sa voix intense. Il y a 4 ans, vous avez quitté le service parce que vous ne pouviez pas gérer ce qui est arrivé au lieutenant Sarah Chen. Je l'ai compris, je l'ai respecté. Mais Sarah n'est pas morte pour que vous passiez le reste de votre vie à servir des boissons à 944 mètres.
Le nom frappa comme un coup physique. Sarah, son alliée, sa meilleure amie, la femme qui avait pris un missile destiné à l'avion de Raven, qui était morte en hurlant à la radio tandis que Raven tournait impuissante au-dessus, incapable de la sauver. Ne, dit Raven, sa voix dangereuse. N'utilisez pas son nom pour me manipuler. Je ne vous manipule pas, je vous dis la vérité. L'expression de Solomon s'adoucit légèrement. Lou Fantôme a tué Sarah. Il est toujours là dehors. Et maintenant, il construit une armée. Vous pouvez repartir à nouveau. Retournez à votre appartement, votre anonymat, votre petite vie prudente, où vous pouvez nous aider à l'arrêter. Le véhicule ralentit, tournant dans ce qui semblait être un aérodrome privé en périphérie de Seattle. Par les vitres teintées, Raven pouvait voir un avion de transport militaire attendant sur la piste. Où allons-nous? Langley, pour un débriefing complet. Solomon pausa, et pour rencontrer des gens qui attendent depuis très longtemps de vous revoir. Raven regarda l'avion, puis le dossier, puis ses propres mains tachées de sang. 4 ans de fuite, 4 ans de cachette. Et tout avait mené ici à un choix qu'elle avait évité depuis le jour où elle avait regardé l'avion de Sarah Spirale dans le désert en dessous. Une condition, dit-elle enfin, nommez-la. Quand nous trouverons Lou Fantôme, quand nous le coincerons enfin, c'est moi qui l'abats. Pas une frappe de drone, pas une équipe SEAL. Moi. Solomon étudia son visage un long moment. Ce n'est pas comme nous opérons typiquement. Alors changez votre façon d'opérer. Sarah était mon ailier. Sa mort est ma responsabilité. Sa justice est mon droit. Le général fut silencieux pour ce qui sembla une éternité. Puis lentement, il hocha la tête. D'accord. Raven ouvrit la porte du véhicule et sortit sur le tarmac. Le vent fouetta ses cheveux sur son visage. Pourtant, l'odeur de carburant jet et de possibilités. Derrière elle, le général Solomon émergea du véhicule avec le dossier calé sous son bras. « Une chose de plus », dit-il. Elle se tourna. « Bienvenue de retour à la guerre, Phantom ». Les mots résonnèrent dans son esprit alors qu'elle marchait vers l'avion en attente. Les mêmes mots qui définiraient le prochain chapitre de sa vie et peut-être le dernier. Mais c'était une histoire pour un autre jour? Pour l'instant, il y avait seulement l'avion, la mission, et le fantôme d'une amie qui méritait justice. Raven Mitchell monta les marches sans regarder en arrière. 3 semaines plus tard, le monde avait continué. Le piratage du vol AA-147 avait dominé les cycles d'actualité pendant approximativement 72 heures avant d'être déplacé par un scandale politique, un divorce de célébrité et le défilé habituel de tragédies humaines qui constituaient les médias modernes. Les passagers étaient retournés à leur vie, leurs traumas traités par des sessions de thérapie et des dîners familiaux et le lent travail écrasant de récupération. Mais certaines histoires ne se terminent pas quand les caméras arrêtent de tourner. Dans une salle de conférence à un endroit non divulgué en Virginie, Raven Mitchell était assise en face d'un panel d'officiels du renseignement qui l'avaient interrogé pendant la majeure partie de 6 heures. Son uniforme était neuf, bleu scripts de l'armée de l'air avec les feuilles de chêne d'un major sur ses épaules. Mais ses yeux portaient le même poids qu'ils avaient porté depuis la Syrie. « Laissez-moi m'assurer que je comprends », dit le représentant de la CIA, un homme mince avec des lunettes et l'expression perpétuellement sceptique de quelqu'un qui avait vu trop de mensonges. Vous proposez que nous vous insérions dans l'organisation de Lou Fantôme comme une défectrice, une ancienne pilote déshonorée cherchant vengeance contre le pays qui l'a abandonnée. C'est correct. Et vous croyez qu'il vous acceptera après que vous ayez juste démantelé son opération de piratage et mis 3 de ses opératives en garde fédérale? Je crois qu'il sera intrigué. La voix de Raven était calme, mesurée. Lou Fantôme ne pense pas comme un opératif normal. Il n'est pas motivé par l'argent ou l'idéologie. Il est motivé par l'excellence, par trouver des gens dignes de son attention. Et vous pensez être digne? Je pense que je viens de le prouver. L'homme de la CIA échangea des regards avec ses collègues, représentants de la NSA, DIA et une demi-douzaine d'autres agences dont Raven avait arrêté d'essayer de mémoriser les acronymes. Le risque est substantiel, dit le général Solomon, qui avait observé du coin de la salle. Si Lou Fantôme soupçonne qu'elle est une taupe, il la tuera lentement et il extraira chaque pièce d'intelligence qu'elle a sur nos opérations avant de le faire. Je suis consciente des risques, dit Raven. L'êtes-vous? L'homme de la CIA se pencha en avant parce que de où je suis assis, cela ressemble moins à une opération stratégique et plus à une vendetta personnelle. Raven rencontra son regard sans fléchir. Le lieutenant Sarah Chen était mon ailier pendant 3 ans. Elle a sauvé ma vie 2 fois et elle est morte parce que Lou Fantôme voulait envoyer un message que personne n'était en sécurité, que la supériorité aérienne américaine était une illusion,
qu'il pouvait atteindre et toucher quiconque il voulait. Elle posa, laissant les mots s'imprégner. Donc oui, c'est personnel. Mais personnel ne signifie pas irrationnel. Je veux Lou Fantôme mort. Mais plus que cela, je veux son réseau démantelé. Je veux chaque actif qu'il a recruté, chaque arme qu'il a stocké, chaque plan qu'il a fait. Je veux tout exposer et détruit. Et si nous disons non? Raven sourit, une expression mince, dangereuse qui fit plusieurs personnes dans la salle se déplacer inconfortablement. Alors je le ferai moi-même, sans vos ressources, sans votre protection, sans votre bénédiction. La seule question est si vous voulez être partie de la solution ou un obstacle que je dois contourner. Le silence qui suivit fut profond. Finalement, l'homme de la CIA soupira et ferma son dossier. Nous aurons besoin d'en discuter plus. Mais en parlant personnellement, Major Mitchell, je pense que vous pourriez être exactement assez folle pour y arriver. Je préfère déterminer. Même chose dans mon expérience. La réunion s'ajourna et Raven se trouva à marcher dans les couloirs de l'installation avec le général Solomon à ses côtés. « Ça s'est bien passé, observa-t-il. Ils vont dire oui. Comment le savez-vous? Parce qu'ils n'ont pas d'autres options. » Elle s'arrêta à une fenêtre surplombant la campagne de Virginie, observant le coucher de soleil sur des collines vallonnées qui semblaient impossibles de paix. Lou Fantôme opère depuis 18 mois sans opposition significative. Son réseau grandit. Ses capacités s'étendent. Et chaque jour que nous attendons, il devient plus fort. On dirait que vous l'avez étudié? Je l'ai fait. Elle se tourna pour faire face au général. Pendant 4 ans, je l'ai étudié, chaque rapport de renseignement, chaque analyse post-action, chaque bribe d'information que je pouvais trouver. Je me disais que c'était juste de la curiosité, juste essayer de comprendre ce qui était arrivé à Sarah. Mais je pense qu'au fond, j'ai toujours su que ce jour viendrait. Solomon hoqua lentement la tête. Le dossier sur Lou Fantôme est extensif, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir, quelque chose qui n'était pas dans les rapports officiels. Quoi? Le général hésita comme s'il pesait s'il continuait. 3 mois avant que Sarah soit tuée, nous avons reçu du renseignement suggérant que Lou Fantôme avait une taupe dans nos opérations, quelqu'un lui fournissant des informations sur les horaires de vol, routes de patrouille, affectations de pilote. Le sang de Raven se glaça. Vous dites que quelqu'un lui a dit où nous trouver? Je dis que c'est possible. Nous n'avons jamais confirmé le renseignement et après la mort de Sarah, l'enquête a été compliquée. Compliquée comment? L'enquêteur principal a été tué dans un accident de voiture. Les fichiers de sauvegarde ont été corrompus. Des témoins clés ont été réaffectés à des opérations classifiées. La voix de Solomon était lourde. À l'époque, nous l'avons attribuée à la malchance. Maintenant, je n'en suis pas si sûre. Les implications étaient stupéfiantes. Si Lou Fantôme avait une taupe, si quelqu'un à l'intérieur de l'armée américaine lui avait fourni des informations, alors la mort de Sarah n'était pas juste un acte de guerre, c'était une trahison. Qui connaissait notre plan de vol ce jour-là? Demanda Raven, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Beaucoup de gens, trop pour le réduire. Solomon posa une main sur son épaule. Je vous dis cela parce que vous devez comprendre dans quoi vous marchez. Lou Fantôme n'est pas juste un terroriste ou un mercenaire. C'est un joueur d'échecs. Et il place des pièces sur cet échiquier depuis des années. Alors il est temps que quelqu'un les renverse. C'est le plan. Le général retira sa main. Reposez-vous un peu, Major. Demain, nous commençons à préparer votre insertion. Ça va être une longue route. Raven hoqua la tête, mais son esprit courait déjà vers la mission, vers le danger, vers le fantôme d'une amie qui méritait justice, et quelque part dans une installation qu'elle ne verrait jamais, un homme aux yeux froids examinait un rapport sur les événements du vol AA 1147. Loup Fantôme sourit. Les pièces bougeaient exactement comme il l'avait planifié. 1 mois après cela, Raven Mitchell cessa officiellement d'exister. L'histoire de couverture était élégante dans sa simplicité. Une pilote de combat décorée, traumatisée par ses expériences en Syrie, avait souffert d'une dépression nerveuse suite à son implication dans l'incident de piratage. Elle avait été déchargée de l'armée de l'air sous des conditions moins qu'honorables, sa clearance de sécurité révoquée, sa réputation détruite par des rumeurs soigneusement plantées d'instabilité et de mauvaise conduite. La réalité était plus complexe. Raven passa 3 semaines dans une installation isolée subissant l'entraînement le plus intensif de sa carrière. Rafraîchissement de combat au corps à corps, résistance avancée à l'interrogatoire, l'art subtil de construire une identité de couverture qui pouvait résister à l'examen de professionnels spécialisés dans la détection des mensonges. Et puis un matin gris en octobre, elle embarqua sur un vol commercial pour Prague, la première étape d'un voyage qui l'amènerait profondément dans le monde des ombres où opérait Lou Fantôme.
Mais cela, comme on dit, est une autre histoire. Ce qui compte maintenant est ce qui se passa dans les semaines après le piratage. Les ondulations qui se propagèrent de cet acte unique de courage, touchant des vies de façon que Raven Mitchell ne saurait jamais pleinement. À Seattle, Lily Harper donna naissance à une petite fille en bonne santé le 15 novembre. Elle la nomma Raven malgré les objections de la Major. Et chaque année, à l'anniversaire du piratage, elle envoyait une lettre à une adresse qui semblait toujours être redirigée correctement. Peu importe combien de fois elle changeait, les lettres n'étaient jamais répondues, mais elles étaient toujours lues. Au Montana, le sénateur James Kingsley introduisit la loi Mitchell sur la sécurité aérienne, qui fournissait des fonds pour des programmes de formation renforcés pour les équipages de vol. Le projet de loi passa avec un soutien bipartisan et Kingsley ne mentionna jamais son propre comportement pendant le piratage. Les exigences, la condescendance, le moment où il avait exhorté à la conformité avec les terroristes, certaines leçons étaient apprises en silence. Dans une banlieue de Dallas, Noah Parker, Hewittans, commença des cours d'arts martiaux. Sa mère ne comprenait pas l'intérêt soudain, mais elle le soutenait quand même, sentant que quelque chose avait changé chez son fils pendant ces heures terrifiantes à 668 mètres. Quand on lui demandait pourquoi il voulait apprendre à se battre, Noah donnait toujours la même réponse. Pour pouvoir aider les gens comme la super-héroïne, le copilote Logan, maintenant capitaine Logan, reprit le vol dans les 2 mois suivant l'incident. Son premier vol fut un red-eye de Seattle à Dallas, et il passa la plupart du temps à penser à la femme qui s'était assise dans le siège du capitaine à côté de lui, guidant un avion à travers une crise avec des mains qui ne tremblaient jamais. Il avait soumis une recommandation pour qu'elle reçoive la médaille de service distingué. La recommandation avait été reconnue, mais jamais agi, Purdue, présumément, dans le même vide bureaucratique qui avait avalé l'existence officielle de Raven Mitchell. Mais le capitaine Logan connaissait la vérité. Et chaque fois qu'il atterrissait d'un avion, il le faisait avec une reconnaissance silencieuse de la femme qui lui avait rappelé à quoi ressemblait le courage. Caleb Turner, le sergent de l'armée de l'air à la retraite, qui avait été le premier à soupçonner la vraie identité de Raven, écrivit un post de blog sur son expérience. Il devint viral en heures, accumulant des millions de vues et des milliers de commentaires de gens qui voulaient en savoir plus sur la mystérieuse Major Mitchell. Il ne révéla jamais les détails de sa conversation avec elle. L'échange bref qu'ils avaient partagé en attendant que le FBI traite la scène, quand il lui avait demandé pourquoi elle avait caché son identité si longtemps, sa réponse était restée avec lui. Parce que je voulais être quelqu'un qui aidait les gens sans blesser qui que ce soit. Je pensais pouvoir laisser la violence derrière. Et maintenant, avait-il demandé, elle l'avait regardé avec ses yeux gris, des yeux anciens, pensa-t-il, des yeux qui avaient vu trop et avaient souri tristement. Maintenant, je sais que certaines violences sont nécessaires, la violence qui protège les innocents de ceux qui les détruiraient, la violence qui se dresse entre le mal et ses victimes. Elle avait posa. J'ai passé 4 ans à fuir cette vérité. Je ne peux plus fuir. Caleb avait hoché la tête, comprenant plus qu'elle ne le réalisait probablement. Il avait servi 18 ans dans l'armée. Il connaissait le poids du devoir, le fardeau de la capacité, le choix impossible entre paix et but. « Est-ce que je vous reverrai ?» avait-il demandé. Probablement pas. Elle avait offert sa main et il l'avait serrée, la main d'une guerrière, cicatrisée et calleuse et plus forte qu'elle n'y paraissait. Mais si vous volez à nouveau et que quelque chose va mal, cherchez l'hôtesse de l'air qui ne panique pas. Vous ne savez jamais qui pourrait veiller sur vous. Puis elle était partie, emportée par des agents du FBI et des officiels militaires et la machinerie d'un monde que la plupart des gens ne voyaient jamais. Caleb Turner rentra chez lui auprès de sa femme et de ses petits-enfants et de sa vie tranquille au Texas. Il ne raconta jamais à personne cette conversation, mais parfois pendant des nuits sans sommeil. Il sortait et regardait les étoiles, les lumières d'avion clignotant à travers l'obscurité, et se demandait où elle était maintenant, ce qu'elle faisait. Et si le monde saurait jamais le vrai coût de la protection qu'elle fournissait? La réponse à cette question vint 6 mois plus tard dans un briefing classifié qui ne serait jamais déclassifié, l'Opération Phantom Strike, comme elle en vint à être connue, résulta dans le démantèlement complet du réseau de loups fantômes. 17 cellules à travers 12 pays furent neutralisées. Plus de 200 opératives furent tuées ou capturées. Des milliards de dollars en actifs illicites furent saisis. Et Lou Fantôme lui-même, l'homme qui avait tué Sarah Chen, qui avait construit une armée dans les ombres, qui s'était cru intouchable, fut trouvé dans un bunker en Ukraine orientale avec un seul trou de balle au front et une note épinglée à sa poitrine. La note contenait 2 mots, «
Pour Sarah, l'identité de l'opératif qui avait éliminé Lou Fantôme ne fut jamais officiellement confirmée. Mais ceux qui savaient, le petit cercle de professionnels du renseignement qui avait guidé l'opération depuis son inception, comprenaient que justice avait enfin été rendue. Le Major Raven Mitchell, Indicative Phantom, avait tenu sa promesse. Les détails de ce qui s'était passé dans ce bunker restèrent classifiés. Ce qui était connu était que Raven avait infiltré le cercle intérieur de Lou Fantôme au cours de 5 mois, construisant la confiance à travers une série d'opérations de plus en plus dangereuses. Elle avait identifié la taupe qui avait trahi le plan de vol de Sarah, un analyste de renseignement de niveau moyen qui avait été compromis des années plus tôt. Elle avait cartographié l'ensemble du réseau de ses sources de financement à ses caches d'armes, à ses objectifs stratégiques à long terme. Et quand le moment vint, quand elle se tint enfin face à face avec l'homme qui avait hanté ses cauchemars pendant 5 ans, elle avait fait ce pourquoi elle était entraînée. Ce qu'elle devait faire. L'exfiltration fut propre. Dans les 72 heures suivant l'élimination de Lou Fantôme, Raven était de retour sur le sol américain, subissant un débriefing à la même installation de Virginie où sa mission avait commencé. Le général Solomon l'attendait. « C'est fait !» dit-elle simplement. « Je sais. » Il étudia son visage, cherchant des signes de trauma ou de regret. Il n'en trouva aucun, seulement une exhaustion profonde qui semblait émaner de quelque part plus profond que la fatigue physique. « Comment vous sentez-vous » Raven considéra la question. « Je pensais que je me sentirais différente, soulagée peut-être, ou satisfaite. » Elle secoua la tête lentement. « Je me sens juste fatiguée. » « C'est normal. Ce que vous avez fait ces 6 derniers mois, ça prend un péage. » « Je sais. » Elle marcha vers la fenêtre, regardant la même campagne de Virginie qu'elle avait contemplée des mois auparavant. Les saisons avaient changé. Les collines étaient couvertes de neige maintenant, pristines et paisibles. Que se passe-t-il ensuite? « C'est à vous. » Solomon la rejoignit à la fenêtre. « Vous avez plus que gagné une retraite. Une vraie cette fois, une cabane quelque part au calme, une vie sans mission ou couverture, ou le poids des vies d'autres personnes sur vos épaules. » Ça sonne bien. Mais elle sourit, un vrai sourire cette fois, touchée de quelque chose qui pourrait être de l'espoir. Mais je ne pense pas être faite pour le calme. Plus maintenant. J'espérais que vous diriez ça. Le général fouilla dans sa veste et produisit un nouveau dossier avec une nouvelle mission, un nouveau défi. Il y a une situation se développant en mer de Chine méridionale. Rien d'urgent encore. Mais nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre ensemble de compétences particulières. Raven prit le dossier et l'ouvrit, scannant le contenu avec une efficacité pratiquée. C'est une position de formation. C'est le cas. Nous développons un nouveau programme préparant la prochaine génération d'opératives pour le genre de menaces asymétriques que des gens comme Lou Fantôme représentent. Nous avons besoin d'instructeurs qui comprennent ce que cela signifie d'opérer dans les zones grises, des gens qui peuvent enseigner non juste des compétences, mais de la sagesse. Et vous pensez que je suis qualifiée pour ça? Je pense que vous êtes la seule personne qualifiée pour ça. La voix de Solomon était sérieuse. Vous avez marché le chemin, Raven. Vous avez vu ce qui arrive quand de bonnes personnes craquent sous la pression, et ce qui arrive quand elles ne le font pas. Vous connaissez le coût du travail que nous faisons et le coût de ne pas le faire. Elle ferma le dossier et le tint contre sa poitrine, sentant le poids de la possibilité. Puis-je y penser? Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il vérifia sa montre, mais pas trop de temps. Le monde ne devient pas plus sûr. Il la laissa seule à la fenêtre, fixant les collines couvertes de neige. Raven Mitchell, Major, Pilot, Operative, Survivante, pensa au choix qui l'avait mené ici. La décision de rejoindre l'armée de l'air à 18 ans contre les souhaits de son père. La décision de se porter volontaire pour des opérations de combat quand elle aurait pu rester en sécurité à un commandement de formation, la décision de partir après la mort de Sarah et la décision de revenir quand des vies innocentes étaient menacées, chaque choix avait mené à ce moment. Cette fenêtre, cette opportunité, elle pensa à Sarah, dont le visage elle pouvait encore voir clairement après toutes ces années. Sarah, qui avait cru au devoir et à l'honneur et à l'idée que certaines choses valaient la peine de se battre. Sarah, qui était morte en la protégeant. « Je suis toujours là », murmura Raven au fantôme de son ami. « Je me bats toujours. » La neige continua à tomber dehors la fenêtre, couvrant le monde en blanc. Et quelque part dans les cœurs de jeunes opératives qui porteraient un jour le flambeau, une flamme fut allumée. La flamme du devoir, la flamme du sacrifice, la flamme que Raven Mitchell avait presque laissé mourir, mais avait choisi, en fin de compte, de garder allumée pour Sarah.
Pour les passagers du vol AA 1147, pour tous ceux qui ne connaîtraient jamais les noms de ceux qui les protégeaient, l'histoire du piratage s'estompa de la mémoire publique. Comme toutes les histoires finissent par le faire, mais dans les endroits calmes où les guerriers s'entraînaient et se sacrifiaient, dans les fichiers classifiés et les légendes murmurées, le gnome Phantom vivait, pas comme une héroïne, pas comme un symbole, mais comme un rappel que des gens ordinaires, dans des moments extraordinaires, ont le pouvoir de changer tout. Tout ce qu'ils ont à faire est de choisir. Un an plus tard, à l'anniversaire du piratage, un petit paquet arriva au domicile de Lily Harper à Seattle. À l'intérieur était un corbeau en bois sculpté à la main, exquisément détaillé, avec une note contenant seulement 4 mots. Volée haute, petite. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de signature, rien pour indiquer d'où il venait ou qui l'avait envoyé. Mais Lily savait. Elle plaça la sculpture sur l'étagère au-dessus du berceau de sa fille, où bébé Raven dormait paisiblement, inconsciente de l'ange gardien qui veillait sur elle de loin. Et quelque part dans le monde, peut-être dans une installation de formation, peut-être en mission, peut-être simplement marchant dans un aéroport avec l'anonymat d'une civile, le Major Raven Mitchell continuait son travail, protégeante, enseignante, combattante, vivante, parce que certaines flammes, une fois allumées, ne s'éteignent jamais vraiment. Elles trouvent juste un nouveau carburant, un nouveau but, de nouvelles vies à illuminer, la fin, ou peut-être plus précisément, à suivre. Parce que dans le monde des ombres, où opèrent les guerriers, les fins ne sont que des débuts déguisés, et l'histoire de Phantom était loin d'être terminée. Cette histoire n'est pas juste sur une hôtesse de l'air qui s'est révélée être une pilote de combat décorée, c'est sur les guerriers calmes parmi nous, les gens qui portent des capacités extraordinaires derrière des visages ordinaires, qui choisissent le service plutôt que la reconnaissance, et qui avancent quand d'autres reculent. Raven Mitchell a passé 4 ans à se cacher de son passé, croyant pouvoir distancer la personne qu'elle était entraînée à devenir, mais quand 183 vies innocentes étaient en jeu, elle a découvert une vérité qui s'applique à nous tous. Nous ne pouvons échapper à qui nous sommes vraiment. Nos dons, notre entraînement. Nos expériences, ils existent pour une raison, et parfois cette raison ne se révèle pas jusqu'au moment où nous sommes le plus nécessaires. La leçon ici est profonde mais simple. Ne sous-estimez jamais quiconque basé sur l'apparence. Le concierge pourrait être un vétéran. Le serveur pourrait être un érudit. La personne calme dans le coin pourrait être celle qui sauve votre vie. Traitez tout le monde avec respect, parce que vous ne savez jamais dans l'histoire de qui vous marchez. Plus important, cette histoire nous rappelle que cacher notre lumière ne nous protège pas. Cela ne fait que retarder le moment inévitable où nous devons briller. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une autre vidéo. Laissez un commentaire me disant un moment où quelqu'un vous a surpris avec une force cachée. Partagez cela avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son passé ne définit pas son avenir, mais peut le préparer pour cela. Et rappelez-vous, les héros ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils poussent des chariots à boissons. You're all right, you bint. This is a very convoluted way to get back home. It's fine. My brain is massive. I've been ironing massive wrinkles into my brain so I can remember where I am. How is life underground? Well, I'm not past the bedrock, and I haven't dug straight down, so I haven't regretted that. It's good. We've got stalagmites and stalactites. Very exciting. I got lots of friends. Put all my friends down there. I want to join them, but I want to join them responsibly. And in such a way where I don't perish. Also, there's green. I don't know what the green is. The green kind of scares me. Intimidates me. But I guess we'll see what it is when I get to it. If it doesn't kill me, perhaps it'll make me stronger. Or so they say. Tell you what, I'm getting pecky. Haven't had my daily orange, so I don't get scurvy. And you might laugh,
Red, why would you be worried about getting scurvy? Brother. The flu I battled, hence why I disappeared for ages. Ugh. I need health. In my life. In my IRL life. But how are you going, Matt? If I hadn't already asked. Hope you're doing well. I hope the business is as usual and is being learnt. I hope the tunes are occurring. And you're being the best little drummer boy you can possibly be. This is a very roundabout way to go where I want to go. But I just gotta believe. Okay. Light. Oh, I should have kept some of my cobblestone. However, I put it in my inorganic chest. So it is now unreachable. Okay. So we light up the staircase so we don't get lost. Perfect. This is the Cursed Cavern. Part 1 million of it. Very large. Somewhat in charge. Oh, Continuous Fiber 44U wants to sell me the cheap viewers. No. Denied. Can you piss off? You are the curse. I'm breaking you. Oh, look at all the lava. That's... Ow. I really need to make a new shield. Get out of here. Get critted as well. If I could possibly jump and hit at the same time, that'd be lovely. Stop it, I don't like it, Hacha. Hacha-cha. Hachi-machi. Okay. Hopefully if I put these here, I won't get snuck up behind. Oh, Lord. Thank God I have so much bread. Goodness, I'm a traveling bakery. Apologies for the sniffles. Oh. It's the last of my disease leaving my body.